Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On commence comme d'hab sans plus tarder par les cryptos. Et ça y est, avalement haussier enfin. Bon, c'était assez prévisible vu les signaux hier sur l'Ethereum que je vous ai partagé. Donc ça y est, en tout cas en ce qui concerne la partie BTC, celle qu'on regarde en premier, on va regarder l'Ether après. Donc ça semble valider un semblant de petit bottom. Maintenant attention, on est très très loin de validation. C'est-à-dire que regardez le temps que ça avait pris la dernière fois pour matérialiser ce creux. Il est possible que ça prenne autant de temps. Pour l'instant, pas de confirmation au niveau du momentum. Mais bon, très clairement, pour moi, c'est juste un momentum en contraction. Donc j'ai envie de dire que la petite confirmation de prix qu'on aurait peut-être aujourd'hui selon la clôture, attention, c'est important. Là, il est 10h du matin. Ça clôture à 2h du matin, les bougies sur ces chandeliers-là. Donc honnêtement, il y a encore beaucoup de choses possibles. J'espère une réactivation un petit peu plus brutale, ou en tout cas j'aimerais qu'on tienne une clôture ou ce soir sur les cryptos, ce serait pas mal. Et sur l'Ether, voilà, là c'est fait, avalement haussier, mes renforts ont donc été exécutés. Malheureusement, pas de confirmation momentum, je vous cache pas ma légère déception sur ce point-là. Mais il me semble qu'on n'est pas trop mal. Donc au sein de ce canal baissier, on est bien ici effectivement sur le bas d'un biseau, c'est-à-dire qu'ici ça rejette dans la partie médiane du canal, formant donc la structure en biseau. On revient à la tester ici et les acheteurs reprennent la main. On va voir, attention, on est toujours en zone de survente, ça reste ultra spéculatif, c'est-à-dire que si vous spéculez là, il faut y aller doudou, ou alors c'est buy and hold, et dans ce cas-là, encore une fois, avec un levier adapté, pour être prêt à pouvoir supporter des prix qui vont à zéro. En gros, la seule invalidation que vous avez sur ce truc-là, c'est de vous dire, un jour, je vais revendre ce machin-là, quelques euros, et ça vaudra probablement pas grand-chose de plus. C'est la seule chose que vous pouvez vous dire là-dessus. Voilà. Donc bref, quoi qu'il en soit, moi le plan était clair, c'était, je vous l'ai dit, une fois qu'on passe sous les 200$, dès qu'on fait un avalement haussier en daily, j'achète. Alors ça a pris quelques jours de rab, c'est-à-dire qu'ici on aurait très bien pu passer dessous et ici faire l'avalement haussier. Ça n'a pas été le cas, le marché a décidé de nous emmerder un petit coup de plus pour aller plus bas. C'est pas grave, quoi qu'il en soit maintenant, moi c'est fait, j'avais prévu mon ordre par là, voilà c'est fait. Donc maintenant j'ai pris mon dernier achat, donc je vous rappelle celui que j'avais sorti par là. Donc il y avait eu un premier achat réalisé à 263$ pour être précis, il me semble, qui avait été sorti par là vers les 300-315 pour, je vous avais dit, je sens qu'on va nous la mettre un peu plus profond. Et dans ce cas-là, je prends 25% de la position pour racheter ces 25% plus bas. C'était uniquement en gros sortir pour racheter avec plus de coins ici. Donc c'est ce qui a été fait, donc racheter plus d'une centaine de dollars plus bas. Donc c'était quand même un choix, alors c'était un choix un peu spéculatif, mais voilà, j'ai choisi de le faire, je l'ai donc fait. Pour l'instant, ça me semble avoir été un bon choix, puisque jusqu'à preuve du contraire, j'ai donc pu racheter ces 25% de coins beaucoup moins cher. Maintenant, c'est terminé, j'ai tout ce que je compte mettre sur l'Ethereum, je ne touche plus ce truc-là, c'est vraiment buy and hold. Je ne vois pas maintenant de raison de ressortir sous les résistances. C'est-à-dire que maintenant, je pense que la prochaine étape, c'est de se retrouver vers la zone de volume précédente, donc les zones des 280, de ranger un peu cette zone, mais je pense sans grande peine que cette fois, elle sera sortie et dégagée par la hausse. On va dégager tout ça en 2 heures, c'est-à-dire, voilà. En 2 heures, l'objectif, c'était le signal d'hier, celui que je vous ai partagé. On s'est quand même pris un double signal exit de suite. Celui-là, un petit peu piégeux, c'est-à-dire il était beau, il était propre, mais le marché a décidé de l'emmerder un petit peu plus, juste pour vous casser les burnes. C'est-à-dire que celui-là était tout à fait valable, il n'y a aucun problème. Ça, c'était un beau double signal acheteur dans la zone escomptée. Je vous rappelle, la zone escomptée, c'était tout signal acheteur qui passe là-dessous, c'est à prendre. Mais il fallait attendre que ça passe au moins sous 200$. Donc ici, il n'y en avait pas. Ici, c'était pas bon. D'accord, là, il n'y a pas eu le double signal. Et puis, dans tous les cas, c'était qu'un TP. Et je vous avais dit, attention, ça risque de ne pas passer. Là, il n'y a pas de confirmation momentum. Là, ça repasse bear, mais il n'y a rien à vendre. Ici, double exit. Là, c'était bon. Là, il y avait achat à réaliser. Mais je vous ai dit, je ne prends pas. Je veux un avalement haussier daily avant de rentrer. J'ai donc préféré attendre. Ça, c'est celui d'hier. Je vous ai dit, si vous voulez spéculer et rentrer avant que le signal soit validé,
Ça vous regarde, vous faites comme vous voulez. Moi, j'attends et je suis donc rentré à ce prix-là, très exactement, donc 185 dollars en équivalent euro, hein, évidemment, puisque j'achète avec des euros. Maintenant, je pense que c'est bon. Tout ce qui se passe en 2 heures, maintenant, clairement, ne m'intéresse plus. Hein. Moi, l'entrée se faisait en 2 heures sur un scénario, effectivement, daily, weekly. Donc là, maintenant, tout ce que j'attends, c'est qu'en daily, ça valide. C'est-à-dire, je voudrais maintenant que là, dès qu'on refranchisse les 80, il y a des patterns de momentum qui peuvent se déclencher sur ce signal-là. C'est-à-dire là, ça ne se déclenche pas ici. Je suis assez surpris d'ailleurs. Hein. Normalement, ici, il devrait quand même y avoir une structure de TP. Sur ce momentum. Ça m'étonne de ne pas en voir, mais je vous dis encore une fois, hein, les patterns de mes indicateurs sont tellement complexes que même moi, des fois, j'arrive pas du tout à savoir ce qui va être valide, pas valide. Hein. Les conditions sont trop complexes et puis il y a trop de patterns. Bon, là, je suis un peu surpris, je ne vous cache pas qu'il n'y ait pas de pattern déclenché ici, mais c'est probablement parce qu'il doit attendre, je pense, une confirmation en repassage haussier des 80. C'est-à-dire que là, dès que le momentum va repasser les 80, je pense que c'est à ce moment-là qu'on va avoir une pattern haussière. Sur le momentum, j'aimerais la voir, cette pattern, et si possible, un petit triangle bleu en bonus. Ça pourra me donner toute la confiance pour laisser filer ce trade à long terme et donc rien à faire sur ce marché-là avant un retour sur les prochains doubles signaux vendeurs, c'est-à-dire ces zones résistantes là. C'est-à-dire que tant qu'on ne repasse pas ici, hein, voilà, tant qu'on ne repasse pas chercher ces zones-là, je ne vois pas la moindre raison de regarder ces trades. C'est-à-dire que là, théoriquement, c'est des achats ici vers la zone des 200 dollars et rien à faire tant que le marché n'a pas déjà pris 150%. Hein, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc là, maintenant, c'est soit ça passe et il y a déjà des beaux gains et ici, il est hors de question de récupérer du cash. Hein. Moi, ici, c'est du long terme. Je ne vais pas commencer à vendre des achats ici. Hein. C'est vraiment, je garde tout mon levier, tous mes éthers et c'est tout. Voilà. Donc je vais aller bien évidemment refaire comme la dernière fois, aller prévenir mes amis qu'un achat est possible sur l'Ethereum pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, hein, c'est vraiment, je vous dis, là j'ai une bonne confiance, je le sens bien. On va passer à 3 sur 5. Voilà, maintenant, pour vraiment valider ce truc-là, il va me falloir la confirmation en daily. Dès que le daily se met à confirmer, je pense qu'on sera bien plus tranquille et serein dans ce marché. Déjà, il va falloir tenir la clôture aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on commence comme ça, puis que ça enfile bien allègrement. C'est-à-dire qu'en gros, là, en 2 heures, je m'attends à ce qu'on range un petit peu, mais j'aimerais surtout que, hop, ça reparte directement à la hausse et qu'en fait, on enfile complètement le marché pour se retrouver là d'ici 1 à 2 jours. J'aimerais qu'on se retourne vers la zone des 280 le plus rapidement possible. Donc l'Ether hein, qui s'est fait démonter ces derniers mois, enfin ces dernières semaines, bien plus que l'ensemble des autres cryptos. Je vous ai dit, faites attention, sur l'Ether, il y a des volumes comparés aux autres cryptos, et il y en a beaucoup qui étaient là à dire « oui, mais c'est que le marché est baissier ». Non, non, voilà, regardez, là, il n'y a pas d'intérêt sur les prix, je suis bien d'accord. Ici, ça commence à baisser et il y a du volume qui est traité. Là, on ne parle pas de petits volumes, regardez ça, là. Là, tout ça, là, ça fait, si on se met en hebdomadaire, je pense que là, on doit avoir traité parmi les plus gros volumes depuis un bon moment. C'est-à-dire que là, depuis qu'on est là, on est retourné sur des phases de volume qui précédaient les cracks. Qui était équivalent à la phase de pumping qu'on avait connue précédemment. Donc là, on a une hausse conséquente du volume en hebdomadaire, après un creux ici. C'est-à-dire qu'ici, on aurait très bien pu repartir haussier par manque de vendeurs, manque de pot. Ici, les vendeurs ont repris le contrôle, mais par contre, quand on baisse et qu'il y a du volume, ça montre deux choses, c'est qu'il y a des acheteurs en face. Donc là, toutes les questions de savoir quand est-ce qu'on va arrêter ce mouvement, on peut très bien passer une semaine ici à faire un doji et attendre la semaine prochaine pour remonter tout ce petit monde. Mais là, ce qui est certain, c'est que dès qu'on remonte, vu le volume qui a été traité dans ce creux, je pense que c'est bien le scénario buy and hold qui se mettra en place. Et c'est ce que je montrais hier à mon ami Duke, puisqu'on a discuté un peu hier soir. Et je pense qu'on avait vu des choses intéressantes. Voilà, je vais vous montrer juste ça. Je vais vous refaire le même argumentaire que je lui ai fait. Voilà. Voilà. Si on compare les deux. Alors, vous voyez, parce qu'il y en a l'argument en ce moment, le contre-argument que vous m'opposez beaucoup, que beaucoup d'entre vous m'opposent, c'est de me dire oui, mais si tu achètes Ethereum et que Bitcoin tombe, ton Ethereum va forcément tomber. Bah, la réponse est non, et je vous réponds bête et méchamment, graphiquement parlant, ces deux choses-là ont eu des destins sensiblement différents à de multiples reprises dans le passé. Et pour moi, il faut faire très attention parce que
non seulement ces destins sont certes liés sur le long terme, mais il peut y avoir des décorrélations qui durent plusieurs jours. Je vous rappelle qu'on est sur du graphique daily. Regardez, là, moi, j'ai l'impression de regarder deux marchés complètement différents. Là, également. Donc, vous dire, faire ce biais-là de dire, ils se sont toujours retrouvés, ça, je suis plutôt d'accord. Ils se retrouveront en termes de destin final. Mais en attendant, qui va rattraper l'autre? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'Ether qui va rattraper le Bitcoin, ce qui veut dire que en termes de rendement, comme je vous le défends depuis plusieurs semaines, Ethereum me semble beaucoup plus intéressant que Bitcoin, tout simplement parce qu'ils atteindront probablement les mêmes objectifs, mais comme Ethereum a été survendu, maintenant il est beaucoup plus intéressant à acheter en termes de rendement. Voilà, ensuite la structure de prix, d'accord? On va bien regarder la structure de prix. Là, vous voyez, moi, ce que je trouve assez sensible sur l'Ethereum, c'est cette grosse phase d'accumulation qui a précédé une phase ascendante, mais ascendante oscillante. D'accord? Là, il y a bien de belles oscillations. Et puis, on est sur des choses assez propres, des choses assez techniques. Là où, pour moi, Bitcoin a fait juste carrément n'importe quoi, je vais être franc, voilà. Quand vous comparez ce qu'on vient de voir avec Bitcoin, où là, effectivement, il y a bien des cycles, ici, tout va bien, ici, il y a bien un cycle, tout va bien, ici, normalement, on aurait dû s'arrêter. 3 vagues de hausse, c'est bien, c'est pas mal, on s'arrête. Et puis là, non, Bitcoin, il nous a fait ce truc-là, complètement vertical. Là, on n'est plus dans la logique, on n'est plus dans des extensions Fibonacci, ni dans des targets, on est juste dans du « waouh, jusqu'où on peut monter et faire acheter ces imbéciles de particuliers ». Voilà ce que c'était. Là, il y avait un gros n'importe quoi sur le Bitcoin, qui n'était pas encore suivi par les Ethers. Voilà. Et donc, il faut vraiment faire très attention à ça, parce que effectivement, la BTC pourrait dire et tout faire pour vous faire croire qu'on peut tenir les 6003. Il se peut très bien, et c'est ce que je disais à mon cher Duke hier, que la recorrélation se fasse de façon brutale, c'est-à-dire ici BTC, il revient chercher sa résistance là, donc les 6007, je crois, un truc comme ça, 6008, je crois, qu'a été coté là. Si on revient chercher... Oh non, pardon, là, on a carrément fait 7002, je crois. Ouais, 7002, 7003. Donc là, c'est 7300 $, je crois, pour un Bitcoin, à peu près. Imaginez-vous ça. Ce qui va se produire, c'est que les cycles vont être corrélés. Quand ça monte pour tout le monde. Quand ça baisse pour tout le monde. Mais les amplitudes peuvent être carrément relatives. C'est-à-dire que pour moi, là, la décorrélation absolument folle qui vient de se produire ici, elle est vraiment lointaine et ça va causer un rattrapage. D'accord ? Rattrapage du type, à mon avis, soit Bitcoin va se prendre des phases de baisse coriaces que ne suivra pas l'Ethereum, soit tout simplement, je pense qu'on va avoir les deux. C'est-à-dire que toutes les phases haussières vont être très nettement, bien plus nettement bénéfiques à l'Ethereum qu'au Bitcoin. C'est-à-dire que là, par exemple, Bitcoin peut s'amuser à prendre un petit 10-15%, là où l'Ethereum peut prendre 140%. Alors ça ne fait pas 140% jusque-là, je vous l'accorde bien. Mais ici, voilà, on peut très bien se faire une hausse de l'Ethereum d'un bon 70%, 60-70%, là où Bitcoin ne fera qu'un 12, 15, 16%, pas plus. Derrière, Bitcoin se prendra éventuellement une grosse clacasse en cassure baissière de son triangle pour bien démonter tous les petits malins qui vont dire les altcoins remontent, achetons du Bitcoin. Encore une fois, si vous faites ces raisonnements, pour moi c'est d'un stupide absolument hallucinant. On achète Bitcoin que s'il y a un signal ou que s'il y a une traversée du désert. Si vous sortez de ça et que vous vous dites si la motivation de votre achat c'est de dire les altcoins remontent du coup, comme Bitcoin n'a pas baissé, c'est lui le plus fort et le plus intéressant, j'achète Bitcoin. Bon non, ce qui était intéressant c'était d'acheter celui qui était pas cher et c'était l'Ethereum. Donc moi je pense que les achats se font comme je vous l'ai défendu depuis des mois, depuis des semaines, voire des mois sur l'Ethereum parce que c'est là que se trouvent des prix très intéressants. Maintenant, il faudra évidemment acheter du Bitcoin aussi, c'est-à-dire qu'il faut garder du cash pour acheter le Bitcoin, mais par contre, plus bas. C'est-à-dire que pour moi, on peut tout à fait avoir à la fois un bottom ici sur Ethereum, sur les prix actuellement proposés à 170 $, et proposer un bottom à 3000, 4000 $ sur BTC sans problème par la suite, sans qu'on aille faire plus bas sur l'Ethereum. C'est tout à fait possible et les deux finiront par se recorréler à peu près au même endroit, c'est-à-dire la zone des 6 000 $, 6-7 000 $ pour BTC et la zone des 500 $ pour l'Ethereum. Ça, c'est bien les deux destins que vous pouvez avoir sans aucun problème. Moi, je vois aucune contre-indication à ce que ça se passe comme ça. Pour Bitcoin, on vient faire le triangle ici. À la limite, on vient même juste casser un peu le triangle pour faire FOMO tous les imbéciles. Derrière, ça se ratatine, mais ici, l'Ethereum ne perd pas sa valeur et il ne recassera pas ce support-là. Là où le Bitcoin pourra se faire démonter allègrement.
Et tout simplement, derrière, les deux repartent de consort dans une phase haussière assez brutale et viennent retourner sur leur valeur d'équilibre. Arrivé à ce stade-là, derrière, ce sera traversé du désert pendant quelques semaines, quelques mois, peut-être jusqu'à la fin de l'année. Et après, je pense qu'on pourra retrouver sans grande peine, pour les deux, d'accord, un sentiment de tendance haussière. Ok ? C'est-à-dire ici, traversée du désert. Et puis, rappelez-vous, comme en 2014, d'un coup, ça se remet à repartir, on revient chercher les résistances, et après, des pullbacks, et ça remontera, et on aura de nouveau un schéma plutôt haussier. Ok, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, vraiment, faites très attention. Je ne vous dis pas que c'est... Encore une fois, je ne suis pas visionnaire, c'est des projections que j'émets. Je viens juste là pour démonter l'argument que je vois revenir assez souvent en ce moment, si Bitcoin baisse, Ethereum va forcément aller beaucoup plus bas et tu vas perdre grave de pognon. D'une, je perds rien du tout, je vous rappelle que c'est buy and hold. Et de deux, je pense pas qu'on ira plus bas. Pour moi, Ethereum, il vient de faire son bottom. Il est en train de le faire, hein, voilà. Il faudra voir la clôture daily ce soir, mais si ça clôture en l'état, je suis prêt. Et encore une fois, hein, moi je fais pas partie des, je suis pas un analyste. Je suis là pour poser mes couilles et je les pose sur la table. J'achète l'Ethereum. J'ai cette fois toute confiance sur le fait qu'on a trouvé un bottom. Ça n'a rien à voir avec celui qu'on avait là. Hein, où je vous ai dit ici, pour moi, la structure n'était pas vraiment dans le sens de ce que je recherchais. La structure intraday. Là, pour moi, on a vraiment ce que je pense, c'est-à-dire, ici, ça baisse. Et je veux pas, par contre, qu'on revienne chercher ces prix. Hein. Là, je veux que ça enfile et qu'il n'y ait plus de vendeurs. Voilà. Et qu'on revienne assez rapidement chercher les 287. Quand on aura ça, là, je pourrais vous dire quasiment 90% de chances qu'on ait trouvé le bottom. Là, je dirais une chance sur deux, mais j'ai une très bonne confiance de ces structures exit là. Quand on arrive comme ça, après une phase baisse puis ralentissement, j'ai tout à raison de penser que là, on est passé sous les 200 $, on a fait les breakouts. On aurait pu s'arrêter là, mais comme ça manquait un peu d'acheteurs, ils ont essayé de tirer une fois de plus et ça passe pas. Non, moi là pour moi c'est terminé, c'est game over. On est sorti des canaux baissiers en 2 heures. J'ai toute raison de penser que là au bout d'un moment, après avoir exécuté autant de volume sur ces zones de prix, on va retrouver, je pense, un volume acheteur de tout horizon de temps confondu, c'est-à-dire acheteurs de court terme, parce que ceux qui sont à court terme, ils vont simplement suivre les tendances. Si on se met à casser des résistances, ils vont commencer à rentrer à l'achat. Donc acheteurs de court terme plus acheteurs de long terme, plus en gros, il n'y aura pas de vendeurs avant un retour à 300 $ minimum. Donc je pense que là, une fois qu'on aura validé ce bottom, ça risque de remonter assez sec. Donc à surveiller dans les prochains jours ces remontadas éventuelles qu'on pourrait avoir. Allez, un petit tour maintenant côté Forex. Je vous rappelle, aujourd'hui au calendrier économique, c'est The Big Day. Tiens, on va aller regarder la UDNZD immédiatement. Donc la BOE sur les taux d'intérêt tout à l'heure, mais on n'attend rien du tout à 13h. Mais bon voilà, c'est surtout côté ECB que ça va être intéressant. Pas vraiment ça, parce qu'on attend franchement que dalle. Je préfère être honnête avec vous. Alors là par contre, si la BCE... alors c'est peut-être ça qui pourrait bouger, mais bon, voilà. Honnêtement, aucune chance quasiment que ça bouge. Mais si jamais il s'amuse à bouger le taux de dépôt, là pour le coup, ça pourrait changer un truc. Mais je ne pense pas. Voilà. Ce qui risque de bouger aujourd'hui, clairement, c'est plutôt à ce niveau-là, le ton que sera employé chez la BCE pour essayer de sentir un petit peu au nez le changement de consensus qu'il pourrait y avoir au sein du board de la BCE. Et puis surtout, évidemment, donc les IPC Core. Encore une fois, il est impossible d'avoir une croissance à 4% avec une inflation à 2% en fin de cycle économique. Donc, il y en a un des deux qui ment, probablement même les deux. Donc, attendez-vous, des hausses de l'inflation, ça fait flipper, des baisses de croissance, ça fait flipper. Et pour l'instant, on a le combo magique où l'inflation est super basse, la croissance est super haute. C'est magique, arc-en-ciel et licorne volante. Mais encore une fois, au bout d'un moment, ça finira par chier, soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. Et ça ne plaira pas au marché. Maintenant, pour l'instant, on préfère les étoiles plein les yeux. Et tant que ça marche, on ne se pose pas trop de questions. Je vous rappelle qu'on va rapidement se projeter dans la troisième saison de publication des résultats de cette année et qu'elle risque de pas franchement être bonne. En tout cas, elle sera en stabilisation, c'est-à-dire plus de hausse de profit, voire des baisses de profit pour certaines entreprises, dues aux effets du tax plan, plus les effets de croissance Rappelez-vous, il y avait un effet
que beaucoup d'analystes avaient mis en valeur, qui était que face au risque de mise en place du tax plan, des tarifs de douaniers anticipés, annoncés par Donald Trump, annoncés mais pas actés, encore une fois, les entreprises, les analystes avaient supposé que la hausse de croissance à 4% était majoritairement due à des anticipations d'exportation, c'est-à-dire que les entreprises exportatrices qui avaient déjà des biens finis ont préféré les exporter avant d'être éventuellement soumises à ces tarifs. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, une boîte qui fabriquait Dieu sait quelle connerie aux États-Unis et qui allait exporter en Chine ou Dieu sait quoi, ont tout simplement préféré envoyer tout ça directement en porte-conteneurs avant l'éventuelle mise en place de tarifs douaniers, quitte à stocker en Chine ou Dieu sait quoi, mais pour éviter derrière de se taper des tarifs douaniers. Ou dans le sens inverse, bien évidemment. Donc je pense qu'il y a eu cet effet-là qui a effectivement boosté les ventes, donc boosté certaines recettes. Mais par contre, une fois que vous avez expédié ce que vous aviez prévu d'expédier 2 mois plus tard, vous n'allez pas l'expédier 2 mois plus tard. Ce qui fait que là, normalement, on devrait voir l'effet baissier de cette petite distorsion qui a été induite par la peur des craintes de tarifs de Donald Trump. Je pense qu'on pourra se taper bientôt les effets négatifs. Ça, plus, comme je vous dis, la saisonnalité baissière d'octobre, les prix exorbitants sur certaines valorisations et les conneries de Trump qui remet ça pour sauver ses élections de mi-mandat. Autant vous dire que ça fait beaucoup de catalyseurs qui pourraient faire décoller tout ce petit merdier au sud, mais pour l'instant, encore une fois, il y a des signaux, mais les prix les effacent sans se poser plus de questions. Donc, tant que les prix luttent, je vous rappelle que malgré tout, que tout indique que ça doit baisser de manière fondamentale, de manière cyclique, à travers les indicateurs, ça ne conditionne en aucun cas le fait que le prix va suivre. Le prix reste, quoi qu'il arrive, indépendant, et pour l'instant, il a juste envie de vous emmerder, et s'il vous emmerde, il faut gérer son risque. C'est-à-dire qu'il y a une zone où on peut se faire emmerder de façon normale, on ne contrôle jamais le marché, je vous rappelle que le marché reste incontrôlable, donc c'est pas parce que vous avez construit un scénario et que vous avez une forte conviction dans ce scénario qu'il faut brider le marché. On ne bride pas le marché, on lui laisse toujours une marge acceptable de manœuvre, c'est ce qu'on appelle une gestion du risque. C'est pas parce que on dit pas le marché doit pas aller sur cette zone-là, donc je mets mon stop ici. Non, on se dit le marché ne devrait pas aller là, et s'il va là, je m'inquiète et je regarde ce qui se passe en termes d'action de prix. Est-ce que c'est juste une chasse au stop? Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Et évidemment, il faut mettre une stop max, c'est-à-dire si vous avez défini que sur ce trade-là, vous ne risquez pas plus de 3%, si on arrive à 3% de perte, il faut sortir. Parce qu'au-delà de ça, c'est plus une gestion du risque, c'est au contraire de vous laisser glisser dans le déni d'un trade qui ne se passe pas bien. Voilà. Bon, tout ça, vous connaissez. Allez, on part sur les graphiques pour illustrer tout ça. On va regarder à quoi ressemble la séance du Nasdaq hier. C'est plutôt mèche basse, vous voyez quoi? Comme d'hab, ici, c'est la zone où ça craint, où ça fait peur, mais on y va. Mais attention, il ne faut surtout pas enfoncer les supports, sinon c'est la catastrophe. Je vous rappelle quand même que le Nasdaq, là, la forme qu'il a, c'est... La seule façon qu'il a de monter, c'est de rester dans son canal. C'est-à-dire que là, le jour où le Nasdaq commence à casser des supports et à sortir de cette espèce de marche en crabe, c'est game over. Je vous rappelle que le Nasdaq, c'est vague 5, de vague 5, de vague 5, de vague 5 mensuel, hebdomadaire, annuel. Donc c'est terminé. Derrière, c'est le crack pour le Nasdaq. Donc il faut que ça monte. Voilà. C'est pas compliqué, c'est la seule option. Il faut que ça continue de monter, et pour que ça monte, la seule option, c'est de faire la marche en crabe. C'est-à-dire que comme on ne sait pas et comme il n'y a pas réellement de quoi monter, d'accord, on ne monte pas fortement, mais comme le marché ne veut pas baisser et qu'il faut bien être conscient, on a les raisons que ça baisse, mais le marché ne veut pas, la seule option qu'il a, c'est de monter comme ça en crabe. C'est-à-dire, je monte, je consolide, mais oula, il ne faut surtout pas casser les supports, donc on monte en crabe. Donc soyez patient. Le risque dans ce marché-là, c'est effectivement que cette pente-là monte, se calme et réaccélère. Mais là, pour ça, il faudra des catalyseurs haussiers. Honnêtement, il n'y en a plus beaucoup, puisqu'on a pricé tous les bons résultats d'entreprise, tous les machins. Donc, honnêtement, hormis une surprise haussière, j'ai du mal à l'imaginer, mais tout est possible. Je ne vois pas comment ces marchés pourront repartir, comme certains l'espèrent, pour des années de croissance. Je les vois plutôt à bout de souffle, et au bout d'un moment, il n'y aura plus personne pour payer. On va effectivement enfoncer les supports, et derrière, on va partir en ligne droite pour effacer tout ce qu'on aura fait depuis le mois d'avril en ligne droite, puisque tout ça, encore une fois, ça n'est pas suivi par la macroéconomie. C'est tout simplement un marché qui aurait dû ranger et qui va s'offrir des sommets historiques un peu artificiels, à savoir, donc, à mon avis, tout ça, ça
ça va se faire effacer bien rapidement le jour où on s'y attaquera. Maintenant, le problème, c'est que dans une tendance en canal qui avance en crabe comme ça, eh ben, ça peut relancer un bon nombre de fois. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On anesthésie les opérateurs de marché. On leur dit, attendez, arrêtez de chercher à comprendre, achetez le dip. Et puis, un jour, ça ne marchera pas. Mais si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette structure en crabe, on introduit une psychologie dans le marché qui est très pernicieuse, qui est de dire, bon, dans le doute, achetez le bas du canal, et puis bon, un jour, ça ne se passera pas bien, mais en attendant, vous allez prendre des gains faciles dans ce canal, c'est ce qu'on appelle « ride the trend ». C'est tout simplement, il y a une tendance, tu surfes dessus, sans trop chercher à comprendre, et tu fais tout pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Parce que le raisonnement derrière n'est absolument pas lié à de la macroéconomie, il est simplement lié au dire, bon, essayons de pousser un petit peu plus haut chaque fois. L'objectif, c'est juste d'arriver à pousser plus haut que le coup précédent, sans jamais laisser passer sous le plus bas qu'on a créé entre-temps. C'est exactement ça. Là, la marche en crabe se met en place et elle se maintient. Et là, ils ont toute raison de se dire, ok, chouette, allez, on achète. Et un bon coup ici, c'est un peu risqué, mais c'est pas grave. Mais comme les gens achètent et que personne n'ose vendre à découvert, bah, tout simplement, vous avez cet aspect autoréalisateur qui dit, bon ben, c'est simple comme raisonnement, c'est pas un raisonnement où on va mettre des millions, où on va mettre des milliards, on va peut-être mettre quelques petits millions quand même, mais il faut que ça bouge. Je vous rappelle que l'objectif pour les marchés, c'est pas nécessairement toujours de trouver un prix d'équilibre, c'est surtout d'imprimer des prix d'abord, c'est ça qui est important, que le prix ne veuille rien dire, on s'en fout un peu en fait, tout ce qui est important c'est que le casino soit allumé tous les matins pour que les gogos viennent y jouer, c'est tout ce qui compte. Donc il faut faire bouger les prix, et pour l'instant c'est ce que fait le marché, et il se dit bon bah tant qu'on est dans cette marche en crabe, restons-y, c'est confiant pour tout le monde, enfin c'est confiant, c'est confortable pour tout le monde, on n'a pas besoin de trop réfléchir et on attend simplement le fameux signal de baisse. C'est-à-dire que tant que ça casse pas le canal et qu'on casse pas un plus bas de cette structure en crabe, et bah tout simplement le marché se dit allons-y, continuons, ride the trend, même si on fait n'importe quoi et qu'on augmente les valorisations boursières complètement artificiellement, eh bien, il faut continuer autant que faire se peut. Donc, gardez cette notion-là en tête, d'accord ? C'est stupide, c'est court-termiste, ça sera effacé très rapidement, mais pour l'instant, si vous luttez, vous prendrez des pertes plus que des gains, et ce n'est pas l'objectif. Donc, vraiment, Wall Street, moi, je suis patient. J'essaie de prendre les signaux quand il y en a, mais très honnêtement, la bougie d'hier en daily, elle ne donne pas envie de vendre tant qu'on ne revient pas chercher le bas de la mèche d'hier. C'est-à-dire que tant qu'on ne vient pas chercher le support à nouveau, il me semble que se positionner vendeur n'est pas, franchement, le choix le plus rationnel. Pour de multiples raisons. Ici, on a une contradiction de momentum assez évidente. On est sur des valeurs de momentum qu'on n'a pas vues depuis ça, là, c'est-à-dire une cinquantaine de bougies. Et on est très clairement toujours sur une structure de prix ascendante. Ce qui veut dire quoi? Qu'on est sur une divergence haussière cachée. Ce qui veut dire que pour ma part, sur le Nasdaq, là on regarde le Nasdaq Cash, la structure en cash est identifiée comme étant un TP. Et j'ai toutes les raisons de penser qu'ici on va nous enfler encore un coup, mais que le prochain sera probablement le bon. C'est-à-dire que pour ma part, la prochaine fois, je pense que nous aurons un momentum baissier. C'est-à-dire qu'ici, en termes de projection du momentum, ça risque de nous donner ça, divergence, puis momentum baissier. Ce qui me laisse à penser que la prochain coup, on va casser le support qu'on est en train d'essayer de constituer là, si déjà on arrive à le valider. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il n'y a rien du tout de validé, il faut retourner vers le sommet et il faut réussir à le casser. Mais j'ai toutes les raisons de penser que ça, c'est ce qui a le plus de chances d'arriver. C'est-à-dire un marché qui va venir ici, moi, ça, c'est ce que j'aimerais voir. Ça franchit le sommet, mais ça plafonne. C'est-à-dire, on ne fait pas de nouveau sommet sur le momentum. Et ici, vous voyez, on met en place cette structure assez pernicieuse. Pardon, hop. Voilà, une structure où ça ralentit. Vous voyez, on donne cette impression de ralentissement. Et là, derrière, je pense qu'on sera prêt à lâcher les premiers supports. Attention, encore une fois, ça ne va pas faire ça derrière. Moi, je m'attends à ce qu'on casse simplement le support, éventuellement revenir chercher le suivant. Derrière, évidemment, toujours le pullback, puisque Wall Street ne va pas lâcher en ligne droite, mais c'est évidemment à partir du moment où Wall Street a deux sommets descendants, c'est à la cassure de ce support-là que tout le monde va dire « Oh merde, il n'y a plus d'acheteurs, tendance baissière, c'est ici que tout le monde va relâcher ses achats ». Évidemment, c'est là qu'il faudra se gaver avec des leviers baissiers, mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans ce système-là. Je pense qu'il faut attendre les deux prochains coups, c'est-à-dire, moi, face à une divergence haussière cachée, j'ai souvent tendance à dire, alors elle est potentielle, attention, pour l'instant, le
momentum reste orienté à la baisse, on peut très bien enfiler tout ce petit monde. Et je vous dis, si on colle une grosse rouge comme ça d'un coup, le momentum, il n'est plus du tout divergent. Hein. D'accord ? Si on arrive ici, on fait plus bas sur le momentum, plus bas sur les prix, ça me va. Hein. Voilà. Le truc, c'est qu'il faut là que les prix chutent d'un coup, ou pas, ou alors on va effectivement devoir ranger cette zone de prix. Donc là, en gros, pour moi, c'est tout se passe bien. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, pour moi, la saisonnalité octobre risque d'être un petit peu plus dangereuse pour les marchés. Et j'ai forte raison de penser qu'ici, on risque de plafonner dans le meilleur des cas. Mais l'autre option, je vous dis, c'est on y va d'un coup avec un catalyseur baissier. Voilà, ça pour moi, c'est l'option avec un catalyseur. C'est-à-dire, on donne une raison au marché de baisser. Le marché, pour l'instant, se cherche. Il n'y a pas de catalyseur haussier, il n'y a pas de catalyseur baissier. Donc, on fait cette marche en crabe légèrement haussière. C'est stupide, encore une fois. On devrait être à plat et en train de ranger à plat, pas en train d'essayer de faire monter les valorisations toujours plus fort. Mais ça, c'est parce qu'il y a des bulles, d'accord ? Il y a des bulles et que ces bulles sont assez fortement représentées dans le Nasdaq notamment, puisque vous connaissez bien ces bulles qu'on a sur les pricing Amazon, Apple, toutes ces grosses GAFA qui font un peu n'importe quoi sur les prix. Mais c'est comme ça, hein, voilà, tout ça se paiera et c'est ce qui fait d'ailleurs que le Nasdaq derrière sera probablement l'actif le plus baissier le jour où ces bulles vont exploser. Ça va de même pour les autres actifs, c'est-à-dire que pour moi la Chine est sur un bottom, bottom toujours assez intéressant. Là on a donc un double signal acheteur sur le Shanghai Composite. Je pense que celui-là on peut passer à l'achat. Alors il faudra laisser un stop un petit peu plus large simplement parce que j'aurais aimé qu'on teste un peu plus, mais on a fait le job. Hein. Le job c'était d'aller plus bas que ça. Moi là je pense honnêtement qu'à Shanghai il y a des achats qui sont à réaliser. Donc je pense que voilà, achat à réaliser sur la partie Shanghai. Maintenant, on va voir est-ce que cette hausse qu'on pourrait avoir sur les indices chinois pourrait éventuellement catalyser des baisses à Wall Street ou si en fait tout le monde va partir à la hausse du coup grâce à cette reprise chinoise. Mais en tout cas ici, moi c'est là, je pense que si on doit acheter des actions, c'est plutôt par là-bas que ça doit se faire pour l'instant. Tout simplement parce que si phase de hausse il doit y avoir, pour moi c'est là que les signaux sont les plus intéressants et c'est surtout là que les ratios risque-rendement sont plus intéressants. Certes le risque est tout aussi grand que d'acheter des actions américaines, par contre le rendement qui est associé est bien supérieur, ce qui fait que pour moi c'est plus intéressant. À risque équivalent, je préfère avoir un rendement qui est 10 fois supérieur à celui des indices américains, tout simplement parce que si on repart sur un bull market, les Chinois ils vont aller casser le sommet historique, ça veut dire 30, 35, 40% de hausse à valoir là-dessus, là où Wall Street pour moi n'arrivera pas à enquiller plus de 5 à 10%. Donc c'est beaucoup plus intéressant de prendre le risque sur ces marchés-là. Donc je rachète Shanghai. Donc je vous le donne, hein, je vais aller le partager, mais pour moi effectivement Shanghai c'est un signal acheteur bien propre. On est bien sur une zone technique qui avait été largement identifiée depuis un bon moment, c'est-à-dire ce gros bottom-là. Maintenant, attention à ce qu'on n'essaye pas quand même de basculer dessous, c'est-à-dire il y a un risque, il y a bien un risque, mais il y a bien également un signal acheteur. Cette fois, on est sur du TP avec un momentum bullish. D'accord ? Le truc, c'est qu'ici, on voit bien la contraction. Le momentum, en fait, il est en train de faire un triangle. Donc, il va falloir sortir de ce triangle par le haut. Si Shanghai échoue et casse à nouveau le support, je pense que ça déclenchera des baisses à Wall Street. Et dans ce cas-là, on prend un stop. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et je me mettrai à vendre Wall Street. Voilà, moi le scénario, c'est soit je vends Wall Street parce que Shanghai enfonce ses supports, soit Shanghai tient les supports. Dans ce cas-là, j'achète Shanghai et tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin voilà, en tout cas, on verra, mais c'est ce schéma-là, moi, ce type de spread betting que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que quitte à jouer des achats, ce sera plutôt côté chinois à cause du rendement bien plus intéressant potentiel. Par contre, évidemment, il y a un fort risque que ça enfonce. Hein. Je ne vous le cache pas du tout. Il y a vraiment un fort risque que ça enfonce. Donc, ce n'est pas une position qui sera leveragée, pas du tout. Mais je pense qu'il y a un rendement à venir éventuellement chercher sur ce truc-là. Quitte à acheter quelque chose, autant acheter là-bas. Voilà, c'était ça mon message. Le gold, hier, c'est plutôt pas mal. Une bougie bien haussière. On casse bien le sentiment de tendance baissière. Attention, ce n'est pas nécessairement gagné tout de suite. Mais on a peut-être terminé la consolidation de type ABC. Dans ce cas-là, on se trouverait dans une vague 3, c'est-à-dire une vague qui va installer une tendance aussi stupide que la tendance baissière précédente. C'est-à-dire que pour moi, l'objectif ici, ça va être de revenir voir au minimum les précédentes résistances ici à 1230$. Donc au minimum $30 de hausse à faire. Je vous rappelle que même dans le cas d'un scénario baissier,
C'est-à-dire que si on considère que ça, c'est toujours bearish, je vous rappelle quand même qu'on a installé ici une pattern de break. Bon, pour moi, c'est un break de range, ce qui fait qu'ici, même si on a réussi à valider et aller au-delà de la target, tout ça, c'est un excès stupide dû au dollar et à la crainte, dû à je sais pas, mais bon, dû au trading estival. Donc ça, pour moi, c'est stupide. C'est pas parce qu'on a installé ce break et qu'on l'a validé que pour ma part, ça reste valide. C'est-à-dire que je pense qu'on va invalider tout simplement ce breakout. Mais même dans le cas où il serait valide, je vous rappelle que cette structure-là, dans ce cas-là, elle doit aller plus bas. Elle doit faire ce qu'on appelle un pullback, puis venir chercher des TP ou un exit avant de remonter. Donc généralement, dans ces structures-là, on fait ABC en correctif et on vient chercher minimum là. Voilà. Donc je dirais on peut revenir là, essayer de venir chercher les 1240 et ici si ça doit rebaisser, éventuellement il y aura une nouvelle phase short. Dans ce cas-là, on fera ABC et ici 1 2 3 4 5, essayez peut-être de venir chasser avant de repartir à la hausse. C'est pas impossible, d'accord, qu'on revienne tester une nouvelle fois le bas du range. C'est-à-dire qu'on fasse ça et puis qu'on revienne là. Moi, je pense pas. C'est-à-dire que dans la structure, je pense que même si on doit rebaisser, on rebaissera que comme ça. C'est-à-dire revenir tester la trendline qu'on a formée ici, ou juste celle-là, et que derrière, dans tous les cas, on va repartir haussier. Ok ? L'autre option, c'est tout simplement, on continue dans l'enfilade et on y va en ligne droite. Tout comme c'était stupide à la baisse, ça peut être aussi stupide à la hausse, c'est-à-dire jamais de pullback, jamais de remise en question. Wall Street commence à se faire défoncer et on part tout simplement sur un gold très recherché. Mais ça, avant que les analystes s'en rendent compte, il va falloir que le temps passe. Parce que je vous rappelle encore une fois, c'est pas que les analystes sont pas bons, c'est que les analystes font leur travail, qui est un travail d'analyse et pas un travail de prise de risque. Un analyste, il prend des fois un peu de risque, mais pas trop. Il doit pas trop se planter, l'analyste. Moi, je m'en fous de me planter. Je vous ai déjà expliqué pourquoi je raisonne comme ça, parce que je suis un vilain méchant spéculateur et que c'est mon putain de travail de prendre des risques. C'est pour ça aussi que je gagne beaucoup plus d'argent qu'un analyste. C'est aussi simple que ça. Donc gold, silver, des signaux plutôt intéressants hier. L'US Oil, tiens, je vois qu'il baisse. Allez, parfait, avalement baissier sur l'US Oil, renfort. Donc c'est parti, en daily, en 2 heures, on va regarder s'il y a du signal pour confirmer ça ou pas. Allez, magnifique, double bear. Ah non, pas de confirmation momentum, c'est vrai, c'est ce que je vous ai dit hier. Moi, je m'en fous, j'ai déjà pris une vente quand même sur l'US Oil, tout simplement parce qu'on était sur la zone de prix qui m'intéressait. Donc, il n'y a pas de signal momentum, donc je ne vais pas non plus renforcer tout de suite. Mais je pense que je vais m'y mettre dans pas longtemps. Donc, l'avalement baissier là qu'on vient de faire en daily est un bon signal. Je rappelle que moi je viens en 2 heures pour chercher mon signal dans un contexte daily. C'est-à-dire que là, mon contexte daily, si on fait une mèche basse aujourd'hui sur cette clôture daily, je ne suis pas content. Par contre, si on clôture sous le plus bas d'hier, c'est-à-dire tant qu'on clôture sous 69,50, si on clôture par exemple en l'état ce soir, voire plus bas, c'est clairement un signal de vente daily, reprise de ce signal-là. C'est-à-dire là, il y a un beau double bear. Je l'ai dit, ce signal-là, j'ai les boules de l'avoir raté. C'est pour ça que je me positionne là sans hésitation. Je pense qu'ici, on a baissé de façon un peu trop rapide, ça manquait de monde, on revient chercher faire le plein de vendeurs et derrière, on enfonce pour aller baisser un peu plus profondément dans le range. Pour moi, l'objectif, c'est ici, à mon avis, de faire une correction de type WXY, c'est-à-dire ABC, WX, ABC, Y. D'accord? Donc, c'est plutôt WXY ici. D'accord? WX. Y, généralement on fait tout comme dans une structure ABC, une extension 127% de la vague précédente, ça nous amène là, donc soit vers ce support là, on voit bien en plus de toute façon qu'il y a du monde à venir visiter par là. On va aller faire l'analyse du volume, il n'y a pas de problème, et 127 c'est donc cassure de ce bottom et venir chercher celui-ci, on va aller identifier les niveaux de support également. Volume profile, fixed range, et on va se mettre au boulot comme d'habitude. Bottom, résistance, où est-ce qu'on a laissé du volume? Merde, il n'y a pas de volume sur... Ah si, voilà. Hop, c'est plutôt là, donc ici, ce sera là, et on voit effectivement une petite queue de volume juste en dessous. Voilà. C'est juste pour vous donner les prix précisément qu'on fait ça, je vous rappelle. C'est-à-dire que ces prix-là, c'est les zones où il y a du volume. Ce qui veut dire que quand vous cherchez vos signaux, il faut que les prix aient testé ces volumes. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que si le marché vient là,
vous déclenche une pattern, dites-vous non, on n'a pas testé le niveau, donc on risque d'y aller. Dans ce cas-là, n'achetez peut-être pas cette pattern, soyez un petit peu plus patient. C'est vraiment ça que ça veut dire. Hein. C'est juste un outil de précision supplémentaire qui n'est pas obligatoire, je le répète, mais c'est un outil qui aide à la précision. Et évidemment, plus vous êtes précis, plus vous allez pouvoir être agressif. Donc je vous dis encore une fois, l'agressivité peut se matérialiser selon bien des méthodes. La méthode de loin la plus efficace, c'est la précision dans vos positionnements, bien plus que l'utilisation des leviers et autres stupidités boursières qui ne font qu'accroître vos pertes. Hein. Prendre du risque, ça augmente le risque de perdre, ça n'augmente pas le montant de la perte. C'est ça la vraie grosse différence. C'est-à-dire que derrière, si vous faites une erreur, tout le monde fait des erreurs, ça arrive, vos erreurs, elles ne vous coûtent pas plus cher. C'est ça qui est important. Vous pourrez faire éventuellement plus d'erreurs si vous prenez trop de risques, mais dans tous les cas, voilà, ça ne va pas juste multiplier vos pertes, ça va multiplier le nombre de pertes. Et après, encore une fois, et ça j'insiste toujours là-dessus, il y a des bons traders, il y a des mauvais traders, quoi qu'il arrive, il y a des gens qui n'arriveront jamais à bien gérer leurs risques. C'est pas grave, vous perdrez, puis finalement vous aurez perdu le même montant que le mec qui aura perdu avec du levier. La différence, c'est que vous aurez eu une chance de réussir. Alors qu'avec du levier, vous êtes juste sûr de mourir, sauf si vous avez vraiment le cul bordé de nouilles et que vous êtes plein de cul, plein de chance, et que vous allez avoir la chance de faire des gros gains d'abord qui vous permettront de supporter les grosses pertes. Mais la plupart des gens, ils mettent juste du levier, ils perdent beaucoup d'argent, puis ils disent au revoir, et puis je vous rappelle, après derrière, c'est les biais habituels, le marché est manipulé, blablabli, blablabla, tout ça. Hein. Encore une fois, la base de ce raisonnement-là est fausse, parce que celui qui a tort, ce n'est pas nécessairement le marché, c'est juste vous. Vous avez lutté contre quelque chose qui est plus fort que vous, et vous avez été bien bête de le faire. Donc bref, voilà, à venir chercher donc parmi ces zones-là, ça ne me paraît pas inintéressant, ou alors, vous voyez, de venir jouer ici la partie breakout, essayer de voir, je vais voir si on n'a pas laissé un autre petit volume pernicieux par là, pour juste voir si on ne peut pas juste, ici, vous voyez, hop, en extension, essayer de venir chercher 127, voilà, pile poil, là, ici, effectivement, on a laissé un volume, donc là, voilà, ici il y a une zone très petite, une zone à acheter, ici sur la zone de breakout, sur le 127, donc là il y aura une petite zone d'achat très intéressante à venir réaliser ici précisément. En cas de réaction, encore une fois, ça c'est une zone ultra spéculative, ça se prend qu'avec un signal, un truc pareil. Voilà. Tac, là du coup on va pouvoir mettre là. Voilà, donc là théoriquement on doit évoluer au sein de ce canal-là si je ne suis pas trop mauvais, qui doit également évoluer au sein de celui-ci, c'est-à-dire, pas ça, casse-toi, canal Fibonacci, là, voilà, donc qui doit également, à condition de maintenir ça, évoluer au sein de celui-là. Voilà, et vous voyez que tout nous pointe vers, dans un premier temps, cette zone-là, et ensuite, dans un second temps, celle-là. C'est-à-dire qu'en termes de rythme de prix, je vous rappelle qu'on ne peut pas nécessairement anticiper le rythme du prix, mais pour moi, ça va se produire un peu comme ça, c'est-à-dire on range un peu par là, on fait une sorte de triangle, et puis derrière, on envoie la tendance, on vient chercher ce cluster technique-là, on rebondit, et puis on en envoie une dernière, et ici, effectivement, on pourra repasser acheteur éventuellement de ce marché. Après une phase de consolidation en deux vagues, de type soit 100%, et ici c'est se redevient haussier, soit là. Mais donc vous voyez, hein, baisse sur le pétrole, ça laisse sous-entendre surtout une chose, c'est que malheureusement, on risque d'avoir des craintes, encore une fois, sur la croissance mondiale, puisque ce n'est pas vraiment des problèmes sur la demande, hein, enfin sur l'offre, mais plutôt des problèmes sur la demande, je pense, qui devraient se manifester sur ces marchés. Voilà. Donc là, ce scénario-là, pour moi, est mis en place en condition de clôture comme ça, c'est-à-dire d'avalement baissier ce soir. Je mettrai un renfort sur ce trade. Pour l'instant, je suis donc très très faiblement leveragé. Sur la partie euro-doll, alors on y est, mais j'ai plutôt tendance, encore une fois, comme je vous l'ai dit hier. Alors pardon, je ne vous l'ai pas dit hier, justement, je me suis planté, quelqu'un me l'a fait remarquer. Je pense que ici, même chose, ça passe pas, hein, on a un peu de mal à faire évoluer ce marché. Donc soit vraiment c'est franchement haussier avec la BCE, possible, soit je pense qu'on risque d'avoir un pullback un peu plus profond. Je vous rappelle qu'on est dans un schéma vague 2, que les vagues 2 sont généralement assez retraçantes, le minimum c'est 50%. Donc là, on est venu faire ces 50%, bon,
tendance à penser que le marché manque de jus, qu'on va probablement venir chercher un 61 ou 76,4 de retracement sur ce marché-là. Donc j'ai vraiment plutôt l'impression qu'il vaut mieux attendre aujourd'hui pour avoir des bons prix à l'achat, probablement vers les 1,14 pour jouer la prochaine phase de hausse. Pour moi, c'est bien un marché haussier, mais je maintiens le niveau de confiance à 2 sur 5. L'autre option pour réussir à franchir tout ça, ce serait effectivement de venir franchir ce niveau-là. Voilà, qui pour moi est la seule condition pour réaliser donc un renfort acheteur et le franchissement haussier, c'est-à-dire le passage à 3 sur 5 de l'indice de confiance. Donc pour l'instant, vraiment patience, je recherche un signal d'achat en 2 heures à l'intérieur de cette zone cluster technique daily. S'il n'y a rien, bah, tout simplement, je fais rien. Hein. On ne va pas se compliquer la life. Je vais aller identifier les volumes relatifs en 2 heures pour essayer de trouver des signaux. Voilà, on les voit bien, hein. C'est effectivement par là que ça risque de payer. Si ça paye, là il y a bien un beau support, hein. Le 76,4 est bien mieux représenté que le 61,8. Donc tout m'invite à penser que c'est vers cette zone-là là, que ça peut être très intéressant. Proximité des 1,14 cet après-midi en cas de baisse sur la BCE. Vous voyez que les signaux sont plutôt baissiers, hein. Voilà, c'est bear contre TP. Tout m'invite à penser qu'on va aller consolider plus bas que ça. On peut aller plus bas que les 1,14, hein, encore une fois, ne vous amusez pas à acheter ça à l'aveugle. Ici, il faut vraiment trouver un signal dans la zone de prix. J'ai, on va dire, une zone de prix qui se situe ici, c'est-à-dire inférieure à 61,8. Et je dirais qu'on peut tirer jusqu'au bottom, c'est-à-dire, on va dire, un 13,50. Il ne faut pas non plus aller chercher la queue de vente ici. Voilà, je dirais que ce dernier petit support-là, ça me semble être la zone de la dernière chance ici. Donc, pas de clôture là-dessous. Et s'il y a un signal acheteur qui se déclenche ici en 2 heures, pour ma part, je le prendrai. Si on le fait pendant la BCE, parce que le problème de la BCE c'est que c'est un catalyseur, donc ça risque d'être plus violent, d'accord, je risque probablement de prendre une petite position spéculative très faiblement leveragée sur les 1,14 et la moitié de cette position, c'est-à-dire je vais renforcer sur l'eurodoll, je le sais, je le veux. Le truc c'est que je risque de splitter la position, 50% d'achat ici à l'aveugle sans signal au cas où ce soit vraiment volatile avec la BCE et 50% restant en cassure de la résistance. Voilà. GBP USD, no comment, pour le moment ça se maintient, je ne prends pas de profit, hein, encore une fois sur ce truc-là, rien ne m'invite à le faire, je vous rappelle qu'il faut que les indicateurs sont là pour vous aider à gérer le risque quand vous entrez en position, ils sont également là pour vous aider à gérer le risque en cours de position. C'est-à-dire que là, pour moi, il n'y a rien qui indique la nécessité de sortir. Ici, il y avait des petits risques non confirmés au momentum, ce qui fait qu'ici, il n'y avait pas de raison de prendre de profit, nulle part. Là, il y avait un double signal vendeur dans le TP. Donc là, effectivement, il y avait une prise de profit à réaliser ici. C'est tout. C'est-à-dire que là, maintenant, je pense qu'on est dans un beau schéma haussier. Il y a des doubles signaux acheteurs, il n'y a plus de signaux vendeurs inquiétants. Là, on est sur des cycles faibles. Tout m'invite à penser que GBP USD, ça peut s'apprécier. D'accord ? Donc, comme je vous l'ai maintenu hier, pour moi, l'euro, le GBP risquent d'être des devises assez haussières dans les prochains jours et semaines. La BCE peut peut-être être le marché déclencheur, ça peut également être l'inverse, c'est-à-dire la BCE catalyse des baisses, le marché tente des baisses, et puis au final, comme les baisses ne marchent pas, on part toute balle haussière. Voilà. Le déclenchement d'une tendance peut se faire soit parce que le catalyseur déclenche la tendance, soit parce que le catalyseur pousse dans l'autre sens, mais que le marché, quoi qu'il arrive, malgré le catalyseur, préfère acheter. Donc attention, hein, il peut vraiment y avoir cette dualité dans le schéma, soit on y va d'un coup, soit d'abord on va chercher des prix beaucoup plus attractifs. Et GBP, je pense, aura le même destin. Hein. Soit effectivement ici, on a terminé la vague 1 et on va se diriger vers un pullback de type vague 2, d'accord, mais je ne vois pas la raison, moi, d'encaisser. Si vous avez déjà encaissé des petits profits sur GBP, je ne vois pas de raison de continuer à en reprendre. Pour moi, il y avait une prise de profit à réaliser dans cette vague acheteuse. Là, ici, c'est soit on se laisse porter vers une grosse vague bien haussière, soit on pourra racheter vers des pullbacks. Mais dans ce cas-là, on rachète avec le volume qui a été TP précédemment. L'euro-yen, bon, bah, c'est toujours en pleine hésitation, hein, c'est-à-dire le marché, il essaie, il aimerait franchir sa résistance, mais ça passe pas. On n'arrive pas non plus à avoir un consensus bien vendeur pour l'instant. On a bien un signal bear clôturé, mais non validé momentum. Donc j'ai toutes les raisons de penser que ce marché casse les couilles plus que de raison, mais que pour l'instant, il ne faut pas nécessairement chercher à lutter contre ça. C'est-à-dire l'euro-yen, j'attends. Si ça baisse avec la BCE, c'est là où ça va prendre le plus cher. Donc j'aimerais bien en fait que pour la partie euro-yen, effectivement la BCE fasse baisser les prix. Si ça casse la résistance vraiment fortement, je préfère encaisser ma perte sur l'euro-yen
c'est-à-dire réduire une nouvelle fois le levier pour éventuellement à terme me repositionner plutôt sur des dollars yens ou NZD yens, mais je reste de toute façon, quoi qu'il en soit, acheteur de yens. Je risque de me positionner USD CHF, alors pas tout de suite, parce que là honnêtement c'est bien vendu comme truc, hein. Mais à voir. Voilà, l'USD CHF je surveille, pour l'instant on est sur une target de cycle acheteur, mais c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que là j'ai plutôt tendance à penser que ce marché remonte un peu, mais ou travaille à plat avant de remettre une phase de baisse. Donc j'ai plutôt envie que ça travaille à plat, voilà, pour l'USD CHF, mais il y aura éventuellement un signal à prendre bientôt sur ce marché. Pas en l'état, hein, voilà, pour l'instant pour moi ça c'est juste un big range, un gros range à neuneux, c'est-à-dire que là si vous vous amusez à trader ça agressivement, bah, vous allez surtout vous faire dézinguer la tronche. J'ai plutôt tendance à penser que le schéma c'est ça. Voilà. Donc là, on est en plein dans la zone neuneu. J'aimerais peut-être un petit pullback là et hop, derrière une petite vente, c'est-à-dire à l'activation du schéma de range, d'accord, zone rouge. On rentre dans la zone neuneu marginalement, on revient tester la zone rouge et derrière, ce sera direction la zone bleue. Ce sera donc un schéma vendeur ici. Pour l'instant, l'indice de confiance, je vous le mets parce que c'est vraiment important cet indice de confiance, hein. Il est à 1 sur 5, hein. C'est-à-dire que là, on n'est même pas dans la zone de prix. Donc là, pour l'instant, moi, c'est pas de trade à faire là-dessus parce que attente que les prix soient intéressants. Ouais, ça, le reste, vous connaissez plus ou moins. Allez, Apple, voilà. Donc Apple hier, malgré la keynote, ça passe pas. Par contre, attention, hein, je vous rappelle qu'on est à la suite d'un signal de prix acheteur non confirmé au momentum, mais dans une pattern de breakout, donc il faut faire très attention, hein, comme je vous dis, ce marché est une bulle, on peut sans problème là vous remettre encore 5, 6, 7, 8, 10% de hausse sans le moindre souci. Par contre je vous rappelle quand même aussi que depuis le dernier gap haussier, Apple s'est quand même offert une hausse de 20% sans aucune hausse de profitabilité, donc voilà, une keynote hier qui franchement c'est... Encore une fois, hein, il y en a qui disent que je suis biaisé, Apple et tout ça. Bon, non, moi je pense juste que ces produits sont hors de prix et plus du tout innovants. Je vais juste vous donner un autre truc, hein, voilà. Alors, c'est pas pour faire de la pub, mais voilà. Je vais vous donner ça. Je vous le donne en 1000, hein, voilà. Ça coûte le même prix qu'un iPhone X, hein. Alors, c'est pas pour vous teaser ou du machin, voilà. Vous voulez de l'innovation pour le même prix, hein, qu'un iPhone machin. Vous avez un truc là, voilà, en fait le délire de ce machin là, j'aimerais vous trouver une vidéo pour que vous compreniez. Voilà, bon là c'est du vrai full 100% screen, c'est-à-dire là c'est 95% d'écran, 94% d'écran je crois, un truc comme ça. Voilà, ça c'est vraiment innovant comme téléphone. Vraiment innovant. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est aussi puissant qu'un iPhone et compagnie, pour le même prix. Donc vous faites comme vous voulez, soit vous achetez un truc vraiment innovant, soit vous achetez un gadget Apple. Mais bon, je vous dis, dans le haut de gamme, ils ne sont pas seuls non plus. Et il y a des trucs beaucoup plus innovants. Donc à l'époque, c'était bien d'acheter Apple parce que effectivement, c'était là que se trouvait l'innovation. Là, très honnêtement, celui-là, il est équivalent effectivement aux 1659 € que Apple a dévoilé pour le prix le plus cher de son iPhone X machin là, enfin l'iPhone XS Max. Voilà, c'est ça. Donc le XS Max est à 1659 €. Pour le même prix, vous avez le Oppo, hein. Là aussi, pareil, c'est un écran 6,5 pouces. Donc voilà, hein, ça tourne Android 9. Enfin, c'est top niveau, comme d'hab. Là, ils ont mis du pognon. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est borderless. La caméra sort de manière automatique en haut. Enfin, c'est un truc de dingo. Là, il y a de la vraie innovation. Là, il y a du boulot, là, il y a du composant extrêmement cher dedans et ça coûte tout de même 659 € de moins qu'un iPhone dernière génération XS Max avec une config 512 Go, puisque je crois que celui-là embarque de base les 512 Go de mémoire, si ma mémoire est bonne. Et vous le trouvez en France, voilà, à la Fnac ou chez Darty. Donc là, c'est même pas besoin d'aller l'importer. Et il est à 990 balles à la Fnac ou Darty. C'est-à-dire que si vous voulez l'importer, c'est même encore un peu moins cher, puisque vous voyez, voilà, les prix à l'import sont à 750 €. Et je suis sûr que vous pouvez trouver même moins cher que ça. Voilà, donc c'est-à-dire que pour le prix de l'iPhone XR, donc la version de merde écran LCD, vous pouvez vous payer un Oppo Find X qui est équivalent a priori, alors non, c'est la version 128, hein, du coup, voilà.
Pour info, hein, quand même, c'est la version 128 de l'iPhone McCouy qui coûte 990 €. Hein. Donc là, vous avez du 256. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, je vous l'ai dit, moi, Apple, ils perdent parce qu'ils n'innovent plus et que malheureusement, d'autres entreprises innovent en faisant des finitions tout aussi belles, voire bien plus belles. Après, la partie logicielle, bon, ben, vous faites comme vous voulez, mais je ne pense pas non plus qu'iOS soit aussi innovant que ça aujourd'hui. Donc si vous voulez acheter Apple, moi je vous donne juste des options. Hein, voilà, je vous donne tout simplement. Vous voulez acheter l'iPhone XS Max, ben voilà, achetez le Oppo Find X qui coûte déjà là 250 €, de moins. Alors même pas, parce que je vous dis du coup la version Max coûte déjà, la moins chère c'est 1100 €, la moins chère. Si vous prenez la version 256, je crois que c'est 1250 €. Donc 1250 €, là vous les avez à 1000 balles à la Fnac. Donc voilà, vous allez le chercher directement à la Fnac ou chez Darty. Il n'y a même pas besoin d'attendre de vous faire importer votre téléphone. No comment, hein, voilà. Donc moins cher, plus innovant et beaucoup plus beau en plus. Et c'est la même chose, hein, là vous êtes sur de l'écran AMOLED et compagnie, sur du OLED, ça envoie, hein, c'est du lourd. Là ils ont mis le pognon là-dedans, hein, ils n'ont pas rogné sur les composants. Hein. Autre option, voilà, je vous dis Xiaomi, encore toujours, c'est le concurrent numéro 1 d'Apple. Voilà, prenez un Mi Mix 2 ou Mi Mix 3. Moi, je vous dis, j'en ai commandé un, je l'ai payé 250 €, moi, le mien. Donc, Mi Mix 2, c'est l'équivalent clairement de votre copain, l'iPhone XR. Ça coûte, voilà, 280 €. Moi, je trouve ça fou, hein, d'imaginer, encore une fois, comparer un truc à 289 € et un truc à 750 €. Voilà. La différence, c'est qu'il y a 3 fois ça dans l'iPhone XR. Et ils osent dire qu'ils font du téléphone discount, du téléphone moins cher. Là, c'est la même chose, hein, écran LCD, borderless, la totale et compagnie. Voilà, hein. Alors, la caméra est un peu moins bonne que la caméra Apple, mais bon, j'ai envie de dire, est-ce que la caméra vaut 500 €? Pour moi, la réponse est non. Donc, vous faites comme bon vous semble, mais moi, je vous dis, il y a des produits moins chers et plus innovants, ou tout aussi innovants, chez la concurrence. Pourquoi iriez-vous payer 2 fois plus cher le même produit? Donc, Apple, j'attends patiemment, encore une fois, que la chute se mette en place, c'est-à-dire soit qu'on casse ce support. La même chose, hein, regardez, on est quand même sur une structure divergente, c'est-à-dire que le momentum ne la détecte pas encore parce qu'on est trop fortement baissier, mais je pense qu'il ne va pas tarder à la détecter dans les prochains jours, ce qui fait que ça deviendra probablement un double signal acheteur, puisqu'on voit bien la divergence, hein, là on est en train de faire un plus bas depuis X jours, donc je m'attends peut-être une nouvelle poussée spectaculaire sur Apple, pourquoi pas aller chercher un 240 $, faire acheter un bon paquet de couillons, et une fois qu'on arrive par là, moi je recherche une hausse de volume. On y est déjà, hein, c'est pour ça que je préfère rappelez-vous comment je traite une bulle. Donc là pour moi Apple, je suis prêt à shorter, hein. Je suis prêt à appuyer sur le bouton. La seule chose c'est, je me demande s'il y a un dernier petit push. Voilà, c'est possible qu'il y ait un dernier push et ça ne me surprendrait pas plus que de raison. Il y a de la place sur cette red line, je pense qu'on peut tirer une fois de plus, juste vraiment pour faire acheter les cons. Hein. Hier, quand je regardais, alors après, hein, une fois que j'ai couché mon petit, j'ai regardé la keynote et je regardais les messages en direct sur YouTube à côté. C'était stupéfiant de bêtises, c'était hallucinant. Voilà, il y en avait qui disaient ah ouais, à 1000 $ l'iPhone, je préfère pas acheter d'iPhone, mais par contre je vais acheter des actions Apple. Waouh, ah ouais, toi tu as tout compris. C'est-à-dire qu'au moins, quitte à mettre 1000 balles, au moins tu auras un téléphone. Mais si tu achètes 1000 € d'actions Apple, ben malheureusement tu vas juste, en plus de perdre ton pognon, ne pas avoir de téléphone. Donc c'est quand même con. Comme raisonnement. Donc il n'y a pas plus con comme raisonnement de dire les mecs sont maintenant prêts à acheter du Apple parce que ça monte et qui pensent que c'est maintenant qu'il faut faire des bénéfices là-dessus, alors que le truc va juste perdre au moins 40% de sa valeur dans les mois qui viennent, je pense. C'est une question de mois. Maintenant, attention, ça peut être dans une ou 2 semaines, voire même 1 ou 2 jours, ça peut très bien prendre encore 1 mois avant de vraiment catalyser une baisse. Donc toujours patience, mais je recherche plusieurs éléments. Dans un crack, je veux un retour de volatilité avec du volume, c'est la phase qu'on a là, hein, voilà.
puis je veux une nouvelle phase haussière avec écrasement du volume, c'est ce qu'on a là, hein, voilà, phase haussière, écrasement du volume, et je veux voir le volume revenir. Là, on commence à voir un volume qui revient, on est au début. C'est-à-dire que là, si ça se trouve, on est toujours dans la phase où on va avoir une nouvelle phase parabolique sans volume, c'est pas impossible. Par contre, ça peut aussi être la phase où on a du volume. Vous voyez que là, ça fait quand même une bonne semaine que ça baisse et que les prix sont au-dessus de la moyenne 20 jours. Voilà. La moyenne 20 jours, on ne la voit pas beaucoup, mais elle est là. Hein. Voilà, c'est la petite truc qui oscille derrière. Attendez, je vais supprimer un peu ce bordel. Voilà. Vous voyez, donc là, par exemple, c'est toute la phase où on est durablement sous la moyenne 20 jours. Là, on la cote, mais on reste collé. Voilà. Là, la phase de baisse, très faible volume, forte phase de hausse. Là, c'est clairement que du particulier qui fait monter les prix. Okay. Et là, hop, le volume revient. Là, vous retrouvez du volume. Les prix stagnent, commencent à baisser et le volume se maintient au-dessus de la pattern, au-dessus des moyennes 20 jours. Ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a des gros volumes et qu'ils vendent. Et si les mecs vendent, que les prix arrêtent de monter dans une bulle, c'est qu'on est allé un peu trop haut. C'est possible. En tout cas, moi là, je vous dis, si on enfonce un support, je n'hésite pas une seule seconde à vendre Apple. Voilà. Il y a un timing, je suis prêt à le faire, on respecte mes patterns, j'y vais. Hein. Il y a la psychologie, les particuliers achètent pieds et poings liés, ils sont complètement stupides dans leur raisonnement et en plus de ça ils vont s'accrocher à leurs achats parce que c'est des achats de cœur, ils se disent Apple est une entreprise innovante, achetons des actions Apple et ces mecs là même si on se prend moins 20% dans les prochains jours, ils vont être là à dire non c'est pas grave, c'est un pullback, je reste acheteur. Ce qui fait qu'on va juste les faire paniquer, puis quand on s'en aura fait moins 30, moins 40, ils vont dire « Oh mon Dieu, je suis ruiné, je rachète mes actions. » Voilà, bon, parfait. Enfin, je revends mes actions, et évidemment, c'est par là qu'il faudra s'amuser éventuellement à les racheter. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour les actions, c'est à peu près ça. Alors non, General Electric, il se peut que je passe sur les renforts de long terme. Je surveille. D'accord, mais ici on a bien en daily, hein, je parle, la fin d'un cycle acheteur, donc on monte bien, on est dans un range, hein, vous voyez que là on n'est plus sur une tendance, on est sur une fin de tendance, et très probablement ce qui semblera être une structure ici de type ending diagonal, c'est-à-dire un biseau. Voilà, je reste toujours dans cette optique-là. Maintenant le problème c'est qu'hier on a un signal de prix confirmé avec une clôture tout en haut, et la possible construction donc d'un momentum acheteur, c'est-à-dire que là j'attends. Mais si on devait casser le biseau par le haut et casser cette résistance par la même occasion, d'accord, je serais beaucoup plus enclin à spéculer sur des achats. C'est-à-dire que là, si on casse ça et qu'on sort de ce truc-là, effectivement, je pense passer acheteur de ce marché pour donc une première vague haussière ici qui ira plutôt donc dans ce style-là. D'accord. Et pour moi, les premiers objectifs sur cette action-là, dans ce cas-là, seront de revenir chercher les différentes résistances. Généralement, quand on sort d'un biseau, on vient chercher assez rapidement la phase intermédiaire, puis le haut du biseau, donc la résistance, donc la résistance ici. Je pense sans problème qu'on viendra rechercher ici. On avait un beau double signal vendeur, donc là, il y a bien une résistance. On ne la franchira pas hein, de façon initiale, mais je pense que c'est ce qu'on va revenir chercher ici assez facilement. Donc, ça nous fera une target ici pour la vague 1. Voilà, à venir viser. Donc très intéressant hein, en termes de prix, encore une fois, sur du General Electric. Simplement, je cherche à savoir si ça, c'est une bougie haussière qui va précéder une grosse baissière hein, et qui va donc venir chercher les zones target. Ou si ça, c'est un signal acheteur qui se fait tout simplement parce que les acheteurs se positionnent avant même les prix de long terme. Et dans ce cas-là, si les acheteurs se positionnent, je veux être de la partie. J'en ai déjà du General Electric, hein, déjà en buy and hold, mais je suis prêt là à prendre des renforts pour une petite phase spéculative, c'est-à-dire en fait spéculer en plus au sein de mon buy and hold. Donc je suis prêt à renforcer General Electric, mais peut-être pas tout de suite. Mais je l'ai clairement en liste de surveillance, celui-là. S'il se redirige vers les volumes, ça veut dire que les acheteurs sont déjà là avant l'heure. What else? Allez, la UDNZD, on avait dit qu'on le regardait. Voilà, nos comments, magnifique. C'est beau. C'est très beau. On revient chercher les résistances sans avoir cassé le support. En 2 heures, on est plutôt propre. Je pense que cette fois, la UDNZD, c'est bon. Donc là, le double signal acheteur, là, le double signal vendeur squeezé et débordé. C'est-à-dire qu'ici, on avait bien une résistance et qu'on est en train de la
fracassé. Donc c'est plutôt bon signe, on arrive sur les premières targets, donc attention ici, il risque d'y avoir des pullbacks et retest de cette ancienne résistance, mais je pense qu'on va donc constituer des supports ascendants et que cette zone résistante risque très probablement de devenir un support. Donc là je m'attends peut-être à ce qu'on pousse encore un peu, on revienne faire un nouveau pullback. Je rappelle qu'on est sur des sur des phases préparatrices, oui, on est sur des préparatifs d'une vague étendue en tendance haussière qui va donc casser des résistances les unes après les autres. C'est là que tous les moutons AUD/NZD vont rentrer. Je vous rappelle, quand on va arriver là vers les 1,11, 1,15, c'est là que tous les analystes vont vous dire AUD/NZD haussier, allons-y, c'est le moment d'entrer. Alors, ils vont prendre des gains, encore une fois, c'est toujours le même travail. Je ne vous dis pas que les analystes ont tort, je vous dis juste qu'on ne fait pas le même boulot. Moi, je leur tape pas dessus aux analystes, même si eux, certains, parfois, se donnent un grand plaisir à me taper dessus. Mais c'est pas grave. Voilà, mon job à moi, c'est d'acheter par là, d'avoir acheté là. Et quand tout le monde prendra des gains, on prendra tous des gains, analystes et traders compris. Je vais juste prendre 10 fois plus de gains qu'eux, tout simplement parce que moi, j'ai pris mon risque en amont. Et pas le même risque. Voilà. C'est toujours pareil, c'est ce que je vous défends. Essayez bien de comprendre les mécanismes, pas simplement de critiquer stupidement, que ce soit aller cracher sur les analystes, c'est le plus stupide qui puisse exister également. Ne vous amusez pas à ça, ils font juste leur métier. On ne crache sur personne dans le marché. Ce que font les autres, en fait, on s'en fout. La seule chose qui doit vous importer, c'est ce que vous faites vous. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une compréhension globale des intervenants de marché, mais de là à les critiquer, voilà. Certains souvent me reprochent d'être un peu agressif envers les suiveurs de tendance et compagnie. C'est mon vocabulaire qui est agressif, mais je ne le suis pas. Voilà, je comprends très bien leur métier, chacun le sien. Voilà, c'est juste ça. Parfois, je m'énerve un peu parce qu'on critique mon boulot, mais tout simplement par incompréhension. La plupart du temps, c'est juste que certains suiveurs de tendance vont emmerder les spéculateurs et vont titiller un peu la bête, simplement parce qu'ils ne comprennent pas notre métier. Mais quand vous comprenez pas, quand on comprend pas, on se renseigne au lieu de critiquer. Voilà. Allez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc sur les indices, beaucoup de patience, mais je pense un swing se déclenchera aujourd'hui, soit haussier, soit baissier. Je n'en ai aucune espèce d'idée. Tout ce que je sais, c'est que les indices sont sur un support majeur et que sans catalyseur baissier, il n'y a pas de raison que ça baisse. Maintenant, si le CPI Core venait à décevoir fermement le marché, c'est-à-dire à surprendre le marché à la hausse, c'est-à-dire si on a une inflation supérieure à ce qui est prévu, ça risque de faire chuter comme ça a fait chuter en février de ce début d'année. C'est totalement possible, il y a d'autres raisons. Par contre, s'il faut acheter, pour moi les achats se feront plutôt demain matin, du coup cette nuit, sur la partie Shanghai, c'est-à-dire que quitte à acheter, vaut mieux acheter chinois, parce qu'il y a beaucoup plus d'intérêt là-bas en termes de croissance potentielle derrière. Les États-Unis, pour moi, ça ne peut être que des ventes, et si ça ne vend pas, eh bien tout simplement, il faudra attendre un nouveau timing vendeur. Donc dans le cas d'une vente sur les indices, très probablement le dollar va se faire démonter, peut-être pas immédiatement mais dans les prochains jours. Donc les ventes dollars seront probablement les scénarios les plus intéressants à jouer dans les prochaines semaines à la suite de ce scénario-là, de même que les achats de devises fortes et de devises refuge comme l'euro et le GBP qui vont être des devises de plus en plus fortes du fait de la sortie de QE en zone euro et du Brexit qui semble se résoudre de façon plutôt pacifique. De même que le CHF risque de se reprendre, mais pas tout de suite, il faudra vraiment attendre que l'USD-CHF remonte assez fortement sur les zones qu'on a identifiées tout à l'heure. Et on aura très probablement derrière un yen très fort, très très fort. Donc pour moi, les devises à acheter, c'est de l'euro, du GBP et du yen, éventuellement du franc suisse derrière, et les devises à vendre, ce sera surtout le dollar qui sera pour moi le plus faible dans les prochains mois, tout comme Goldman l'a annoncé, une baisse au moins de 7%, et je pense que le dollar ira même plus bas que ça. Je vous remonte quand même le DXY. Si ce support-là cède, c'est hop, et c'est vraiment un grand minimum. Ici, il faudra gérer son risque sur le dollar, mais ça fait quand même là déjà une bonne baisse de 3-4%, et ce sera le stricto minimum. Et ici, je vous dis, quand on dézoome encore plus, on se rend compte que, oh bordel, c'est pas 3% de baisse qu'il y a à faire, mais ici, il y aura peut-être une petite gestion du risque. Alors, les acheteurs vont tenter de nous défendre les obliques et trucs du genre, c'est grand classique. Ouais, donc attendez-vous à ce que très probablement on vienne là, sur ces marchés-là, et que les prochaines zones cluster de prix qui intéresseront les investisseurs seront par là.
Voilà. Donc d'ores et déjà, de base, je pense une bonne baisse de 3-4% sur le dollar. Sur un forex, c'est beaucoup. Hein. C'est 4% de baisse, ça fait des beaux gains. Hein. Surtout quand on met un peu de levier, c'est intéressant. Voilà. Ça fera des beaux gains si ce scénario-là se met en place. Évidemment, ici, un peu de tergiversation. Et puis derrière, on enfonce. Et c'est là où, effectivement, je pense qu'on aura les vraies phases récessives. C'est ce que je vous avais déjà dit. Hein. C'est-à-dire ici, on tergiverse. Et là, le jour où le dollar se mettra à casser au sud, c'est que les indices seront en train de chuter en ligne droite. Mais à ce stade-là, ils seront déjà dans des structures cassures de support. Je rappelle que là, on est en hebdomadaire. Hein, donc ça veut dire, encore une fois, pour moi, les vraies phases de récession, c'est-à-dire là où les indices font des creux et sommets descendants en hebdomadaire, ça ne se mettra en place probablement qu'au cours de l'année 2019. En gros, entre guillemets, je pense que là, on est en train de faire les sommets de façon potentielle. Mais que les vraies phases de baisse, donc je vous dis quand les analystes vont dire ok la tendance est baissière, ça ne se mettra probablement en place que mi-2019 et on n'y est pas encore du tout. Donc là c'est vraiment de la spéculation, donc encore une fois pas de levier sur ces zones-là, sur les indices, c'est pas possible. Et les scénarios de repli à moyen long terme des indices ne se valideront que en 2019. Donc toujours beaucoup de patience en fonction des horizons de temps que nous tradons. Et 1h08 d'émission, donc là on va se bouger le cul, je vais prendre vos commentaires. Alors je sais qu'en plus il faut que je me tape les commentaires des 2 derniers jours. Donc on va commencer par ceux de lundi. Alors l'émission sera longue aujourd'hui, je suis désolé. Un avis sur la couronne suédoise. Reposte-la moi encore une nouvelle fois demain, Alex. Sinon là on va faire une émission de 2 heures. N'est plus mis à jour depuis le 31-08. Ok, bah c'est possible. C'est ce qui m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'on soit toujours à 2% du coup. Mais merci. Étant revenu du Québec, n'es-tu plus intéressé par l'Emerging Marijuana Market? Ça pourrait être intéressant, mais je ne fais pas attention à ça pour l'instant. Je ne te le cache pas. Alors, ETH commence à être bas par rapport au BTC. Alors ça, je pense que j'ai largement fait le tour aujourd'hui. Je ne traite plus les questions ETH-BTC. Peux-tu rajouter, analyser sur ton spectre le Lumens? Ah oui, le Stellar. Non, je ne le ferai pas aujourd'hui. Et une autre question. Ubisoft, deuxième plus grosse progression de l'Eurostoxx 120. Tu chercherais à short une courbe comme celle-là? On peut jeter un coup d'œil. Mais je ne pense pas qu'Ubisoft soit à vendre tout de suite. Ubisoft Entertainment. Ah oui, si, c'est beau. C'est beau. Ah non, c'est totalement bullesque, totalement parabolique. Tu vois bien, là, on est hors de toute logique. C'est-à-dire quand tu vois l'augmentation de valorisation par rapport au cycle, c'est-à-dire en gros, si tu mets des Fibos, voilà, tu mets un Fibonacci là, sur cette précédente hausse, tu vois qu'on est sur des niveaux complètement fulguramment stupides. 261, ça va, c'est déjà énorme, mais voilà. Tu vois bien qu'ici, ça a traité dans cette zone-là, ça sent l'excès. Ubisoft, pour moi, ça va être un truc à vendre. Est-ce que le volume est de retour? Non, pas encore. Tu vois, là, ça me semble encore un peu faible. Donc, attends des vraies cassures. Là, on est en mensuel, en hebdomadaire. Non, tu vois. Là, je pense que tu es sur la phase où ça manque encore un peu de volume. Tu déclenches un signal acheteur. Voilà. Moi, je dirais à surveiller. Par contre, là, ouais, tu mets une alerte sous le signal acheteur. Si Ubisoft, là, pour une raison X ou Y, ça tente de monter puis ça redescend, là, effectivement, c'est là où tu déclenches les ventes. Voilà. Là, pour moi, il y a double signal acheteur. Tu ne peux pas te positionner vendeur de ce truc-là. C'est-à-dire que pour avoir un signal de vente, tu attends soit qu'on casse ton signal acheteur. Et dans ce cas-là, tu peux rentrer avec un stop ici et tu attends que ça s'effondre. L'objectif, rappelle-toi, dans un crack, c'est toujours de revenir sur la phase volatile qui a précédé et de la casser. C'est-à-dire que là, ton marché, s'il vient ici et qu'il craque derrière, c'est ça qui va faire d'entrée de jeu. Voilà, il va faire ça, puis très rapidement dead cat bounce, et puis la phase d'effondrement de la valorisation, phase espoir et la traversée, et la dernière phase, puis traversée du désert que tu connais. Donc en termes de cycle, toujours pareil, un truc comme ça, ça veut dire des phases de correction, récession sur ces actifs à venir, donc une perte de valorisation de l'ordre de 60 à 80%. Comme là, on est dans une vraie valeur en crack, celle-là, il ne faudra pas hésiter à les prendre à la vente. Mais pour l'instant, attention, c'est spéculatif. D'accord ? Le crack, c'est très rémunérateur à partir du moment où tu es vraiment dans la phase de baisse. Par contre, si tu spécules et que tu te plantes et que tu tiens tes ventes, tu vas te faire démonter. Donc encore une fois, accepte de lâcher. Si ça ne marche pas, tu prends une perte et tu retenteras plus haut. Si ça doit passer, il ne faut pas hésiter. Voilà. Si ça passe, là, il y a des beaux gains à faire là-dessus, sans la moindre hésitation.
Alors, lorsqu'on rentre un peu tôt sur un trade, est-ce que ça vaut le coup de sortir, prendre une micro-perte, mieux réentrer et réaliser un plus gros gain ou juste laisser filer? Ça revient exactement au même. C'est d'accord? Ça revient exactement au même. Le seul truc, c'est que tout dépend le levier qui est appliqué. Si le levier est très faible et que tu as gardé de l'argent pour renforcer derrière, je ne vois pas l'intérêt nécessairement de sortir une première position. Si la gestion du risque va bien. L'autre option, c'est si effectivement tu es rentré un peu fort ou avec un levier un peu inapproprié et que tu arrives sur des pertes assez conséquentes. Dans ce cas-là, je trouve qu'il est stupide, encore une fois, de se mettre dos au mur. Dans ce cas-là, il vaut mieux accepter de prendre ta perte et de revendre plus haut en ayant des informations supplémentaires. Voilà. Maintenant, si ce que tu as fait, c'est dans le respect de la stratégie, que tu as bien dimensionné ton trade, moi, qu'un trade commence par une phase perdante, ça ne me gêne pas, ça arrive même quasiment tout le temps. Pas en phase de tendance, c'est-à-dire que quand on est en phase où le marché est assez sain et assez technique, en général, j'arrive même à choper les best price le plus souvent. Voilà. Les gens qui me suivent depuis plusieurs années sont habitués à ce que souvent j'ai trouvé les prix au pipe près, quoi. Ça m'arrive plus là depuis 6 mois, 1 an, tout simplement parce que là le marché est un peu piégeux et brutal, volatile et surtout on est en fin de cycle et il y a des arbitrages un peu foufous qui se mettent en place et qui gênent un peu la précision de ma stratégie. Sur l'AUD-USD 2 heures, il y a un trade à tenter. Je m'en fous, je fais AUD-NZD. Alors, pour ta réponse sur l'IMO et le crowdfunding, je t'ai avec des l'opportunité. Du coup, je vais réfléchir avant d'y mettre mes billes. Oui, ah non, bah là, l'IMO, c'est pas le bon moment, je pense, clairement. Voilà, c'est pas le bon moment. Alors, Benoît s'est pris moins 58 000 €. Il a chargé une position en day trading et s'est fait avoir son stop. Putain, t'avais raison. Il a dit qu'il allait revenir à ce qu'il s'est fait, c'est-à-dire un ou de l'eau. Ah, voilà. Je vous l'avais dit, hein, ça me fait de la peine. Pour Benoît, ça me fait vraiment de la peine, mais je l'ai vu se brûler les ailes depuis des mois. Je n'ai rien dit parce que je ne le connais pas et que, encore une fois, je ne me permets pas de juger. Mais c'est vrai que c'est ce qui avait le plus de chances de se produire. Voilà, il vient de prendre son gadin, il a compris, mais c'est la preuve d'une intelligence également. C'est-à-dire qu'un mec qui prend une patate comme ça, s'il revient à un ou de l'eau, c'est qu'il a compris. Voilà. C'est-à-dire que Benoît, malgré lui, il vient de prendre la grande leçon de trading que prennent à un bout d'un moment tous les traders. Là, on parle de traders. Hein. Souvent, je vous parle des gens qui sont des faux traders et qui prennent des leçons de trading stupides, qui prennent les mêmes leçons de trading que vous et moi à l'époque, tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore traders, ils sont en train de le devenir et ils commettent des erreurs. Il y a des gens comme ça, ils sont extrêmement nombreux. C'est d'ailleurs la plupart des gens que vous voyez communiquer sur Internet qui ne sont pas encore des traders. Hein, voilà. Après, vous avez quelques traders et puis vous avez des traders après avec de l'expérience, voilà, comme moi, comme Benoît, comme d'autres traders. On commet encore des erreurs, mais on commet des erreurs différentes. L'erreur qu'a commis Benoît, c'est une erreur que j'ai vu beaucoup de traders professionnels réaliser. Professionnels, ou en tout cas suffisamment expérimentés pour qu'en fait, il n'y ait plus de risque de perte. Le problème, c'est que là, Benoît, il est parti en vrille, il a augmenté la taille de sa position un peu rapidement parce qu'il est parti en Andorre et que ça a changé de vie et qu'il s'est dit c'est l'occasion de prendre une nouvelle vie, d'augmenter un peu les gains. Voilà, il se brûle les ailes, il a compris la leçon, mais il a l'intelligence de dire je reviens à ce que je faisais avant. Et tu vas voir, je te parie maintenant ce que tu veux, il va revenir à un ou de l'eau. Dans 2-3 ans, Benoît, il reviendra au montant qu'il a tradé là, qui vient de lui coûter 58 000 €, et tu verras que cette fois, il sera capable de les tenir. Voilà. Le seul truc, c'est que là, il y est allé un peu trop vite, il a un peu trop pris confiance, et ça lui coûte. Voilà. Mais il vient de prendre une leçon qui est dure, qui fait mal, c'est qu'il y a une limite dans le trading et qu'on ne peut pas extrapoler les gains toujours de façon rationnelle. Au bout d'un moment, il y a une limite psychologique qui fait que toi-même, tu vas commettre des erreurs stupides dont tu ne te rends pas compte. Tu reprends tes biais psychologiques de débutant. Voilà. Et donc c'est triste pour Benoît, mais d'une part, je vous garantis qu'il n'est pas mort. Et je vous ai toujours dit ça, ce qui est important en trading, c'est pas de commettre des erreurs. On commet tous des erreurs. Il faut éviter de faire les erreurs qui coûtent beaucoup d'argent. J'aurais préféré qu'il évite de faire cette erreur-là. Maintenant qu'il l'a faite, là où tu vois la différence entre un bon trader, un vrai bon trader et quelqu'un qui n'est pas très très bon, c'est que la personne sait réagir derrière. Voilà. J'aurais aimé que Benoît réagisse les dernières fois où il a pris des pré-signaux, il a pris des alertes. C'est plusieurs fois, il s'est pris des petites pertes comme ça, enfin des grosses pertes, et il aurait dû sentir le truc. Il ne l'a pas senti, il a continué, maintenant il a pris la grosse. Voilà. Là, il a compris, il a pigé. Mais c'est dommage qu'il soit arrivé à ça, mais en attendant, ce qui est important, c'est d'arriver à la bonne conclusion à la fin. La bonne conclusion, c'est qu'il faut revenir à son standard, là où il est confiant, là où il fait bien son job, et qui va réaugmenter petit à petit.
Voilà. Et vous verrez, je vous mets ma main à couper, qu'il y arrivera. Mais c'est dommage. Avant, il aura fallu passer par cette grosse perte, cette grosse leçon. Comme quoi, quoi qu'il arrive, même quand on est trader depuis longtemps, on a toujours des risques. Voilà, il y a toujours des risques qui arrivent. Maintenant, moi, ces leçons-là, si vous voulez, je les ai apprises à travers les autres. J'ai eu la chance, moi, de jamais commettre ces trucs-là. C'est d'ailleurs pour ça, les 2 erreurs que vous ne devez pas commettre quand vous êtes trader expérimenté. Bon, l'émission d'aujourd'hui sera extrêmement longue, mais c'est vrai qu'on va en parler parce que c'est très intéressant. Il y a 2 erreurs à ne pas commettre quand vous êtes trader professionnel, c'est-à-dire que vous faites ça après depuis des années, que vous avez des gains extrêmement réguliers et tout ça. La première, c'est celle-là, c'est-à-dire l'appât du gain, de se dire, je gagne 5000 balles par mois, pourquoi j'en gagnerais pas 20 000 avant de gagner 20 000, commence par passer à 7 000, puis 7 500, puis 8 000, 9 000, 10 000, peut-être. Voilà. Et encore une fois, j'ai envie de dire, est-ce que c'est réellement nécessaire ? Aujourd'hui, avec 5000 balles, tu vis très très bien et je ne vois pas où est l'intérêt de gagner toujours plus d'argent. Pourquoi ? Pour acheter une plus grosse voiture, une plus grosse maison ? Est-ce que ça rend plus heureux ? Non. Donc ça ne sert à rien. Je pense que quand on a sa zone de confort, il faut tout simplement y rester, nom de Dieu, et être conscient qu'on fait un chouette métier. Et que voilà, on gagne déjà pas mal d'argent, vouloir toujours plus, ce sont des biais psychologiques assez stupides qui se payent au prix de grosses pertes comme ça qui font très mal. Donc la première, l'appât du gain, c'est stupide. Voilà, faut trouver un niveau de confort. Quand on gagne assez, c'est pas besoin de gagner plus. Ça ne sert à rien. La deuxième, c'est de réinvestir les gains. C'est-à-dire de façon permanente de se dire je veux faire croître mon capital, donc je veux gagner toujours plus d'argent, donc à chaque fois que je gagne de l'argent chaque année, je le réinvestis l'année suivante, ce qui me permet d'augmenter la taille de mes lots. Et voilà, c'est le même schéma parabolique, où tu dis, voilà, par exemple, moi comme je vous le dis, je gagne à peu près 50 000 euros par année, un truc comme ça. Si je les réinvestissais chaque année j'aurai un capital de plus en plus gros, donc j'augmenterai chaque année la taille de mes positions, jusqu'au jour où si tu commets une grosse boulette, hop, tu te prends une perte énormissime comme vient de se prendre Benoît. Non, voilà, moi je ne veux pas faire ça. Je ne veux clairement pas faire ça. C'est pour ça que moi je ne réinvestis pas mes gains et que je reste stable dans mes expositions. Je ne veux même pas prendre le risque, moi, de l'avoir, ma limite, en augmentant la taille de mes positions. Voilà, parce que tout simplement ce que je gagne aujourd'hui, ça me suffit et que je ne cherche pas à gagner plus maintenant. Bon, voilà, certains trouveront que cette logique est aussi critiquable. Mais donc voilà, Benoît, ce qu'il vient de faire, c'est fait chier pour lui. Mais au moins, lui, vous savez que c'est un mec que vous pouvez regarder. Voilà. Moi, je vous l'ai toujours dit, de toute façon, en France, il n'y a pas beaucoup de traders. J'aime pas trop citer de noms, mais comme là, on parle de Benoît spécifiquement, Benoît, c'est un mec que vous pouvez suivre. Il vous apprendra pas mal de bonnes choses. Il vous apprendra aussi des mauvaises choses, comme d'hab. Personne n'est parfait, ni moi, ni lui. Mais il a de bonnes choses à vous apprendre. Et surtout, Benoît, vous savez que c'est un trader. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je préfère que vous appreniez au moins de vrais traders, même si on n'apprendra pas que des bonnes choses. Au moins apprendre chez des vrais traders. Voilà, Benoît, c'est un vrai trader. Et le fait déjà d'une qui communiquent sur cette perte et qui, en plus de ça, ils prennent la bonne décision derrière, je peux vous garantir, c'est un vrai trader, c'est un bon trader, et tout simplement, il a pris les bonnes décisions. Et il aurait pu la prendre plus vite et éviter cette grosse perte. Il a fallu qu'il aille au pied du mur pour s'en rendre compte, mais c'est comme ça, malheureusement, la plupart du temps. Alors, est-ce que CHK est le même profil que General Electric ? Qu'est-ce que CHK ? Ah oui, Chesapeake, oui, effectivement. Alors, oui, Chesapeake, c'est un profil assez similaire, différent dans la composition, puisque en fait, General Electric avait atteint son sommet sur la bulle de 2000 et était en consolidation depuis 2000. Là, au contraire, tu vois que Chesapeake, ça a atteint son sommet sur la bulle de 2008 et que c'est en structure consolidante. Mais Chesapeake, pour moi, effectivement, c'est un profil qui me semble assez similaire à General Electric. Ouais, clairement. Ouais, très clairement, ça me semble un profil vraiment très similaire. Tu vois bien les patterns de take profit, le marché qui continue mais qui s'essouffle. Ça, effectivement, ça me semble être une action très intéressante à acheter en portefeuille. Donc, je te remercie pour Chesapeake, mais très clairement, je pense que je vais me la mettre, celle-là aussi, en portefeuille. Voilà, tu vois bien là les structures d'essoufflement. Très, très intéressant. Là, ça sent bien, effectivement, vague 1, vague 2 et préparation pour une vague 3. Fin de consolidation ici, sur un gap. Non, là, je vois pas l'intérêt de retourner sur des prix aussi bas, là. Ça me paraît très intéressant, ton truc. Je te le cache pas, là, c'est boule contre TP. Si j'avais un petit signal, là, je serais prêt à foncer. C'est-à-dire que le dernier signal acheteur était ici. Il avait bien fonctionné, mais là, tu viens de retrouver un cycle vendeur. Donc là, je dirais peut-être encore un petit peu de patience
pour laisser à ce cycle vendeur tout le libre cours de s'exprimer, mais j'ai envie de dire qu'il a déjà testé les zones techniques. Alors on va regarder s'il n'y a pas un volume qui traîne, parce qu'il faut faire attention à ça. Des fois c'est juste que tu as un gros volume qui reste derrière, et le marché veut aller le retester. Alors il y a du volume un peu ici, mais ça me paraît loin. Ça me paraît assez loin. On va regarder en termes de retracement. On est en vague 3, hein, donc normalement les retracements de vague 3 sont toujours généralement assez faibles. Donc on a retracé plus de 50%. Ouais, non, moi ça me paraît mature. Hein. Je pense que ça, il faut pas. Ça me paraît pas mal. Ça manque de signal, c'est-à-dire que là il faut vraiment le faire en mode buy and hold, hein, c'est-à-dire qu'il faut totalement supporter la baisse potentielle des prix. Tu es à 4 dollars pour. Ouais, non, ça fait cher en stop pour l'instant. Est-ce qu'il y a eu avalement haussier hier? Ah non, voilà, non, ça clôture en bas. Donc non, là tu attends une structure d'avalement haussier. Voilà, donc là moi je vais le faire tout de suite. Je vais aller te mettre l'alerte en face. Est-ce qu'il y a mon Pro Alerts? Ouais, hop. Donc là je veux une clôture supérieure au plus haut précédent. Je veux la clôture de la bougie. Mais pourquoi il me... Bon, c'est pas grave. C'est Alt A, je crois. Voilà. Donc, je veux une alerte sur Pro Alert. Je veux bien mon alerte custom. Je veux être alerté une seule fois. Et je veux donc, hop, avalement haussier, chase at peak. Achat, buy and hold. Max 5% capital. Voilà. Donc, mais à peu près 5% du capital. Je pense moi sur un truc comme ça, mon capital global, hein. Là je parle pas de mon capital spéculatif, je parle pas de mes 50 000 euros, hein, voilà. Donc là je parle de mon capital global, mais un petit 5% d'investissement là-dessus me paraît pas inintéressant. Donc probablement là un investissement de l'ordre de, allez, moi je pense un 10 000 euros maximum là-dessus me semble intéressant. Voilà. Après, voilà, par rapport à la taille de votre capital, 5-10%, mais pas plus que ça. Mais pour jouer des actions, pour jouer un investissement actionnarial pendant une phase récessive, des actions comme ça ne me semblent pas inintéressantes. Tout simplement parce qu'elles se sont fait dézinguer, elles, pendant le cycle de croissance, et elles seront probablement considérées comme actifs refuge pendant les phases récessives. Ça ne veut pas dire qu'elles vont performer, elles ne vont pas prendre 300% pendant que les autres baissent. Hein. Mais ce qu'elles veulent dire, c'est qu'elles vont bien encaisser le coup. Elles, si vous voulez être investi sur des actions, il faut être investi sur des actions refuge. Et celle-là, par exemple, me semble être un très bon candidat. Mais il faut attendre un signal. Alors, comment tu vois le DXY? Je comprends que ça ne se traite pas directement. Alors, ça se traite directement. En fait, souvent, les brokers CFD vont te proposer l'indice DXY en trading. Voilà. Ça arrive très souvent, hein, un dollar index. Parce qu'il y a des futurs qui cotent sur le DXY. Donc, comme il y a des futurs proposés sur le DXY, c'est des dérivés de DXY, hein, d'accord, ça se cote comme un futur. Donc, le prix n'est pas exactement le même que le DXY. Mais tu as des contrats dérivés qui suivent l'évolution du DXY, donc généralement les brokers te le proposent. Alors, la mise à jour vers la version 1.20 de tes indicateurs sera automatique, oui, et de toute façon je vous le dirai, mais pour l'instant on n'y est pas encore, hein, voilà. On n'y est pas tout de suite sur ce schéma-là. Alors, peux-tu nous remontrer comment tu construis ton Fibonacci sur les graphiques? Quel est ton point de départ? C'est compliqué ta question. Compliqué. Tu prends un Fibonacci, et après moi j'ai mes différents patterns là, mais si vous voulez, quand je les mets comme ça, vous avez qu'à les copier derrière. Je vous les ai mis de toute façon, je crois, sur Discord. Voilà, il faut répliquer la même chose. Faites attention aux transparences, c'est important. Et voilà. Mon site a été développé par un ami. Sentiment sur le silver à long terme, j'ai déjà répondu largement à cette question. C'est haussier comme le gold avant de revendre, c'est-à-dire que je pense qu'on est sur des achats, sur des prix de long terme très intéressants pour jouer des achats, mais qu'il ne faudra pas tenir ça 10 ans non plus.
Analyses-tu les indices européens? Oui, mais malheureusement, pour l'instant, leur destin est lié est figé à cause des indices américains. Donc il faut trouver la release des indices américains, savoir si c'est à la hausse ou à la baisse. Si c'est à la baisse, tout le monde baissera, indice européen compris. Malheureusement, si c'est à la hausse, je pense que la Chine sera intéressante. La zone européenne sera intéressante aujourd'hui en termes de croissance. Mais pour l'instant, moi, tant que je n'ai pas la réponse face aux distorsions qu'a créé Wall Street depuis 6 mois dans les marchés, je ne sais pas ce que je peux faire. Voilà. Donc j'attends de savoir. Pour l'instant, je préfère ne pas traiter les indices européens de manière technique, tout simplement parce que pour moi, ils risquent de ne pas réagir aux signaux techniques à cause des indices américains qui eux-mêmes n'y ont pas réagi depuis 6 mois, et ça risque de créer une vraie recorrélation brutale et fin des distorsions. Et donc malheureusement, ça, c'est des patterns qui ne sont pas vraiment techniques. Voilà. C'est-à-dire qu'on a invalidé beaucoup de signaux techniques sur les indices américains depuis longtemps. Même chose côté européen. On risque de sortir de cadres techniques normaux, c'est-à-dire de rentrer dans des patterns un peu spéciaux qui sont plus liés à des schémas de décorrélation plus que des schémas techniques. Voilà. Alors ça, c'était pour les réponses aux questions de lundi. Maintenant, on va faire les questions de mardi. L'inverse, de mercredi. Alors... Je suis désolé, l'émission aujourd'hui est longue, hein, je fais ce que je peux. Ça y est, on voit tous les traders de YouTube déprimés, un petit pétage de support et le capitule. Les traders de crypto, j'imagine. Bon, moi non. Hein. Vous avez compris, moi je suis droit dans mes bottes. Je n'ai pas peur du tout pour les cryptos. Si ça va à zéro, ça va à zéro. Je ne serai pas ruiné. Si vous voyez pleurer les autres, c'est juste qu'ils ont mis trop de capital dessus. Et ça, évidemment, c'est le reflet de leur mauvaise gestion du risque et donc probablement le fait que ce ne sont pas des traders. On arrête de parler BTC, ETH. Si vous continuez avec ces corrélations, je vous ai donné mon point de vue. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai raison ni que je vous impose ma vérité, mais comme on est ici, comme vous me posez vos questions pour que je vous donne mon avis, je pense que cet avis, tout ce qui est, si dans la même phrase vous me mettez BTC, Ethereum et que vous me faites une comparaison entre les deux, arrêtez de me mettre ces questions. Tout simplement parce que je vous ai donné mon point de vue. Maintenant, j'ai tort ou j'ai raison et je m'en bats les couilles. Oui, l'Ethereum a perdu 40% depuis, ID. Et alors, ce qui m'importe, c'est que derrière, il dépasse les 1000-1500 $. Et à ce niveau-là, je n'en aurai plus rien à branler qu'il ait perdu 40% par rapport à mon prix d'entrée avant de gagner 500 ou 600%. Tout ce qui m'importe, moi, c'est la projection vers le gain et quel risque je mets face à ce gain potentiel. Pour moi, le jeu en vaut la chandelle, j'ai des signaux, je trade, point barre. Que j'ai tort, que j'ai raison, c'est la panasse des débutants et je m'en fous de vos jugements de valeur. Que vous trouviez ça stupide ou pas ce que je fais, je m'en branle. Je le fais quand même. Je fais mon job, c'est pas vous qui allez m'apprendre mon métier. Donc SEC-USD, bon allez, on va le faire. Comme ça, c'est fait. De toute façon, comme ça, aujourd'hui, l'émission est longue. Et on va aller jusqu'au bout. Alors, l'USD SEC, on va aller faire à long terme, parce que j'imagine que ça, c'est l'aspect long terme qui t'intéresse. On a perdu 15% depuis là. Oui, c'est pas cataclysmique. 15% sur un swing hebdomadaire, c'est normal pour une devise. Ça, par contre, c'est un swing un peu violent. Donc là, tu vois que il doit y avoir une raison pour ça, pour que ça fasse 30%. Là, tu dois avoir des raisons économiques qui suivent ça. Maintenant, comme toutes les paires de devises, c'est un putain de gros range, ce qui veut dire qu'ici, tu es sur des prix très attractifs pour jouer des achats. Donc, tu fais comme dans toutes les putains de paires de devises à long terme. Tu commences par mettre ton range et tu regardes où t'en es. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah non, c'est pas ça que je veux. Alors, on va même se mettre en trimestriel, là, comme ça on verra quelque chose. Voilà. C'est plus facile pour ancrer. Voilà, donc tu commences par ça, tu regardes où on en est. Voilà, donc ici on est zone bleue, on est même sous la zone bleue, donc c'est plutôt intéressant de jouer des achats. Tu recherches des achats, ici uniquement, mais il te faut des doubles signaux acheteurs. Bon, tac, là passe pas, hop, boule, triangle, mais pas de signal acheteur, boule, triangle, là c'est plus intéressant, pas de signal acheteur propre, d'accord, mais tu as une belle divergence ici sur ton momentum. Donc j'ai tendance à penser que là tu peux payer, c'est-à-dire que je dirais là un petit achat est possible. Dans ce cas-là tu gères ton risque sous le bottom précédent pour pas non plus te faire démonter stupidement. Donc je dirais ici si tu veux traiter, tiens d'ailleurs ça me paraît intéressant. Bon on est en hebdo donc c'est quand même pas non plus. Et puis c'est SEC USD voilà parce que si c'est USD SEC.
voilà, si tu trades l'USD sec, d'accord, dans ce cas-là, c'est l'inverse, hein, il faudra vendre. Mais tu vois, par exemple, on parlait des ventes de dollars. Je pense que là, effectivement, le dollar va perdre du terrain par rapport à toutes les devises. Hein, et l'USD sec est peut-être une devise intéressante. C'est une devise européenne. Hein, tout comme je t'ai dit, pour moi, c'est les devises européennes qui vont s'apprécier le plus fortement. Tout le monde a pensé pendant les derniers mois qu'en phase de récession, ce serait le dollar américain, la valeur refuge. Moi, je suis prêt à penser que ce sera la zone euro, à condition qu'elle éclate pas. Donc, tant qu'on est toujours au sein de l'Union économique européenne et que ça n'implose pas, et beaucoup pensent que la zone européenne va éclater, moi je pense que non. Mais si elle éclate pas, malheureusement, heureusement, je pense que c'est nous qui serons la valeur refuge, tout simplement pour de multiples raisons, mais ça on en discutera dans une autre émission. Donc voilà, en daily, je dirais, c'est pas inintéressant. Hier, tu as une belle bougie de breakout. Mais ça manque de signal vendeur. C'est-à-dire que là, ça sent plus l'installation d'un range. Donc, soit tu prends un trade de range, c'est-à-dire, moi je dirais un trade ici, vente, mais c'est une vente de milieu de range, c'est-à-dire que ici c'est vente, mais avec un TP obligatoire sur le bottom du range, sur les derniers signaux acheteurs. Ici, tu as bien un beau signal acheteur. Alors, il n'est pas confirmé momentum, mais il est pas mal quand même. Donc, je dirais bien ici, tu as une zone support. Ici ou là. Voilà. Il est possible que la zone de range se construise là. Le problème, c'est que quand tu es comme ça, en général, voilà, là, tu vois, tu peux te dire un truc comme ça, le marché semble être plutôt comme ça. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est te dire, la vente, il faut qu'elle casse le canal, mais il ne faudra probablement pas viser trop loin. C'est pour ça que moi, je pense que d'abord, on va s'arrêter là. Tu vois, et ce que tu fais, c'est que si tu vends là, il faut absolument que tu prennes 50% de la position là pour payer le stop. Et tu mets un stop ici. Voilà. Et là, évidemment, si le bas de canal relance une nouvelle fois, voilà. Il faut bien être conscient que normalement, quand tu vends au sein de la stratégie, tu es supposé mettre ton canal et tu n'es jamais supposé vendre dans la partie inférieure du canal. Donc là, moi, je te propose ici, c'est un trade ultra spéculatif, donc très faible levier parce que là, tu es très bas en termes de ratio risque-rendement. C'est pratiquement un trade sur breakout et en milieu d'un range potentiel. Donc il y a beaucoup de risques, donc tu ne dois pas vraiment mettre une grosse position ici. Par contre, le schéma qui est possible, c'est que tu vois, ça vienne, ça casse, ça vienne chercher ton TP, ça remonte un peu de chercher en négatif, mais c'est pas grave. Tu vois, il est possible que ça grind un peu comme ça. Moi, je pense que ce marché-là, il va osciller un peu ici avant de se casser la gueule. Mais il faut le catalyseur dollar baissier. Et pour l'instant, je pense que ça va être plutôt oscillant comme schéma avant de vraiment déclencher des tendances ultra baissières. D'accord ? Tu vois, un schéma bien haussier comme ça, il faut que ça se dégrade avant de vraiment pouvoir passer sur des phases de tendance baissière. Donc là, je dirais plutôt que tu es en phase de range, que tu n'as pas des prix très intéressants au prix actuel, mais qu'il y a quand même encore un peu de potentiel baissier, à mon avis, je pense. Donc moi, c'est plutôt plus tard que ça m'intéresserait USD sec. Et tu vois, dans ce cas-là, je vais plutôt... Alors, il faudrait constituer un support. Mais si tu veux, une fois qu'on aura constitué des supports, là, derrière, tu vois, tu mets ta stratégie de range, et tu te dis, effectivement, je vais essayer de shorter la zone rouge. Donc moi, je dirais plutôt par là, mais c'est dans le fait qu'on arrive à trouver un support ici. Si pour une raison X ou Y, on va trouver le support là, tu vois que la zone rouge, elle n'est pas dans le même endroit. Voilà. Ok. Ce qui va m'intéresser, c'est que le marché revienne ranger cette zone, puis casse la zone bleue. Et quand on casse la zone bleue, c'est ici où, si tu veux, tu auras un trade en validation. C'est ici où tu pourras passer en levier. Et où ici, évidemment, moi aussi, je passerai avec un levier, évidemment, sur le USD sec. Pour ceux qui tradent à faible risque, ils vont attendre que le range se construise, puis la cassure de ce range. Voilà. Moi, pour l'instant, je dirais patience, mais tu as des petits trades de range à faire, et là, c'est plutôt un trade de breakout. C'est-à-dire là, dans le cas où on serait dans ce range-là, c'est le dernier endroit où tu peux vendre, parce que sinon, tu es dans la zone neuneu. Voilà. Et là, tu peux vendre la traversée intégrale de la zone neuneu, mais tu as une target obligatoire à venir récupérer vers ces zones de prix. Voilà. Normalement, tu as même une target 1 à faire là, sur le bas de la neuneu. Voilà. Normalement, tu es même obligé de faire ça. Donc, tu as un très très faible ratio... pas très intéressant comme trade, quoi. Mais ça peut quand même se prendre. Voilà, c'est un trade de breakout. Ça a très forte chance d'arriver là, je pense. Voilà. Alors, question. Sur le brief d'hier, là, oui, ok. Bah si, l'US Oil, je l'ai pris. Hein, voilà, cette fois, c'est bon. Alors, un petit update sur FTSE. FTSE, j'ai encaissé mes profits, hein, je vous l'ai dit. C'est vrai, je n'en ai pas parlé dessus, là, je suis désolé.
FTSE, donc 50% de prise de profit réalisée pour ma part ici. Le reste, j'attends. Voilà. Là, on est sur un double signal acheteur, proche d'une target bullish, sur un niveau de support qui avait été identifié. Moi, je suis navré, mais là, ça peut tout à fait remonter ici. Et si ça remonte là, hein, voilà, je dis, ça dépend encore une fois, là aussi, du destin des indices américains. Le problème, c'est que si vous voulez, on peut très bien être sur une phase de temporisation comme on l'était à l'époque. Hop. Je vais devoir faire un peu plus vite là parce qu'il y a Pascal qui arrive et on va aller bouffer. Donc voilà, le principe c'est qu'ici on peut très bien être sur une petite temporisation. Comme là à l'époque on avait eu un double signal vendeur, on peut très bien avoir un faux double signal acheteur de milieu de range et tout simplement, bam, ça enfile derrière sans problème. Je ne serais pas surpris si vous voulez. Ça fait partie de la stratégie, c'est pour ça que je n'ai sorti que 50%. D'accord ? Je garde bien évidemment un volume vendeur là-dessus et je suis prêt à en remettre si possible. C'est juste que là il y a un risque inhérent à ce marché. Je suis vendeur et là j'ai un double signal d'achat, bullish et survendu, c'est une pattern qui a un risque non négligeable. Face à ce risque, tout simplement, j'encaisse des gains. C'est aussi con que ça, nom de Dieu, c'est pas plus compliqué. Alors, ça on a fait. Tu parles souvent des patterns de momentum que tu attends. Peux-tu nous dessiner celles que tu veux voir sur l'Ethereum? Ouf, alors attends, accroche-toi mon petit gars. Des patterns de momentum, j'en ai à peu près 100 ans, enfin une centaine. Donc je ne vais pas te les lister toutes. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce qui m'intéresse, c'est qu'elles se déclenchent. C'est-à-dire que l'indicateur te mette soit bear, soit un petit point rouge, soit un petit machin. Voilà. Mais je veux un truc comme ça sur le daily, sur le momentum. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a aucune de ces patterns qui déclenche. Alors, Eurotree, non. C'est un marché émotionnel et ça ne m'intéresse pas. Toujours pas comment tu peux attendre moins 30, moins de 30% en même temps. Ah, j'ai expliqué ma réponse. Voilà. Allez, c'est cool. Donc, merci à tous. Bonne journée et à demain. Désolé pour l'émission extrêmement longue d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y avait des choses intéressantes à dire et la journée sera intéressante cet après-midi avec la BCE. Donc, surveillez bien les clôtures aujourd'hui et les clôtures hebdomadaires vendredi soir seront extrêmement importantes également pour des déclenchements éventuels de certaines tendances dès la semaine prochaine.